Bonsoir à tous les amis, quel bonheur de vous retrouver après cette 24e journée de Ligue 1 et un Olympico. Tellement de choses à dire parce que forcément ce sont des matchs spéciaux, c'est presque devenu la principale affiche de la Ligue 1 qui va être un petit peu à la lutte derrière le PSG pour récupérer le fauteuil de numéro 2 du foot français. Alors forcément dans une saison où tu as Lens qui fait quelque chose d'exceptionnel, l'OL et l'OM vont peut-être se disputer le rôle du top 3. Mais c'est vrai que ce sont des rencontres où on s'ennuie rarement, où il y a beaucoup de choses qui se passe sur le terrain, où c'est intense, où il y a du rebondissement. Donc vraiment, ces matchs-là, je les kiffe. C'est presque la rencontre que je mets en premier sur le calendrier parce que je trouve que c'est... ouais, il y a tellement de choses à raconter sur ces différentes rencontres. Donc écoutez, on va bien sûr revenir en long en large sur cette victoire de l'OM 3-2 contre l'OL et aussi sur tout ce qui s'est passé dans cette journée de Ligue 1. Heureusement qu'il y a ce soir pour cette journée. C'est vrai que c'est pas la journée la plus spectaculaire, c'est pas la meilleure qu'on ait eue depuis un moment. Mais en même temps, voilà, le Strasbourg-Lens, qui était assez divertissant. Peut-être la journée de samedi, elle était pas dingue. Là, dans le multiplex, t'as quand même eu un Lorient-AGA avec une première période sympatoche. T'as eu la première d'Antoine, que dis-je, coach Comboiré, du côté... de Jean Bouin pour le PFC et puis le LOSC qui a gagné contre Nantes. Et c'est vrai que pour l'OM t'avais vraiment un intérêt, on va regarder encore une fois le classement, mais c'était presque urgent de prendre les points parce que t'avais Rennes et Lille qui t'avaient recollé, t'avais Monaco qui était à 3 points, t'avais également Strasbourg qui avait pris son point contre Lens, donc c'est vrai que ça pousse très fort. Et sur l'OMOL c'était malheureux perdant encore plus du côté marseillais vu la dynamique, mais tu gardes ces 3 points de distance avec sa différence de but, c'est même quasiment un plus 4. Donc on va voir s'ils vont réussir à concrétiser ce match un peu fou où je pense que beaucoup, même moi, spectateur neutre, on est passé par toutes les émotions. Mais en tout cas, ouais, gros match dans l'intensité, le rythme, c'était fort. Après, il y a eu du déchet technique, il y a eu des choses qui n'allaient pas sur cette rencontre. Je vais pas vous survendre Olympico comme le match du siècle, mais... pour le reste, franchement, je vois Ludovic Ajor que non, mais une journée de Ligue 1, oui, on n'a peut-être pas totalement kiffé comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, mais si on picore un petit peu, il y a des choses à dire. Voilà, bon, t'as le PSG qui prend 2 points de plus sur Lens, donc peut-être pour le titre, ça va être remis en question. Pour le suspense en bas, t'as Auxerre qui prend un point, mais quand tu mènes à 2 reprises sur la pelouse du Moustoir, c'est assez difficile. Voilà, Brest qui s'invite dans ce top 10. T'as des équipes qui font une belle saison en Ligue 1, même sans être forcément dans la course... À l'Europe, et c'est vrai que ce point d'orgue c'était l'Olympico, et comme toujours on va débriefer les différentes rencontres, les 9 matchs de Ligue 1. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur le chat. J'en profite pour saluer les fidèles, les vrais de vrais, avec Ninor, Itsu, Hugo SSE, Thibaut, Anthony Rowe qui est là pour la première fois. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits nouveaux avec Tala, avec Sharpshooter. Bonsoir Scipion, surpris de revoir l'Olympique de Merveille, me rend de nouveau heureux. On parlera de ce match parce que bien sûr, je me suis dit bon, le stage à Marbella, une semaine pour Abi Bey, histoire qu'ils prennent bien la main sur cette équipe. Et là, paf, l'entame de match qui est un peu raté, le premier but dès la 2e minute. C'est vrai qu'on a connu l'OM avec ses buts encaissés en fin de match, mais très souvent cette saison, il y a eu aussi des entames qui t'ont conditionné, et c'était un voire 2 buts de retard. Alors, on a connu ça à Brest, t'as eu ça à Newcastle, mais t'avais renversé la situation. L'Union Saint-Gilloise de mémoire t'es mené au score également, donc l'OM est une équipe qui a quand même des fois du mal à démarrer et terminer ses rencontres, mais ce soir pour une fois t'as enfin t'as été tensé, t'as été mené au score 2 fois, t'as égalisé, t'as encore égalisé, t'as fini par prendre les commandes. Donc sur l'état d'esprit, je pense qu'Habib Bey, bien sûr, sur peut-être les choix de la compo, sur, on va dire, certaines dispositions, des performances individuelles, il y a toujours des choses à redire sur l'OM, mais sur l'état d'esprit et le fait de ne pas abandonner, c'est une équipe qui a été au courage, et ça, c'est pour... tu peux construire là-dessus, ça, je pense également. Salut à Nombril, qui prend son petit prime, merci beaucoup le boss, merci Peter Laviga, sympa le stream chez Domingo. Écoute, Domingo, on a ouvert des petites cartes, c'était une soirée sympathique entre... l'Inter Bodo Glimt et l'Atlético Bruges, franchement on a bien kiffé et très sympa. PA, encore merci à lui pour l'invitation, et franchement on pas envie de dire on revient quand on veut, mais c'est vrai que c'est sympa cette activité, hein. De toute façon tu ouvres des cartes et tu parles d'anecdotes, c'était une bonne soirée. Salut Vincent, je ne te parle pas de Nantes parce qu'il n'y a rien à dire, c'est vrai que Nantes c'est assez terrible, tu retombes dans tes travers après la victoire contre le Havre. Mais as-tu vu de nouveaux westerns depuis le bon, la brute et le truand? Parler foot n'a plus de saveur pour moi.
moi, sauf si tu dis le mot magique, c'est-à-dire Pedri. C'est vrai que Pedri et Yamal, franchement, le match qu'ils ont envoyé hier, chapeau. Oui, bien sûr, je suis toujours dans mon arc cinéma, dans mon arc western. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne suivent pas forcément toutes mes activités, notamment sur Insta. Je me suis lancé comme nouveau défi en 2026, comme résolution, d'améliorer ma culture cinéma en regardant 100 nouveaux films sur l'année, donc ça fait un film tous les 3-4 jours, en sachant bien sûr qu'il y a la Coupe du Monde qui va sans doute ralentir mon rythme, donc pour l'instant j'en suis à une vingtaine, et c'est vrai que je suis tombé comme Obélix dans la potion magique sur les westerns, et alors là les gars, les westerns c'est exceptionnel, mais Sergio Leone et Ennio Morricone, je peux pas dire qu'ils ont changé ma vie, mais vraiment je regrette d'avoir mis autant de temps, plus de 30 ans, à découvrir ça, parce que la trilogie du dollar... et pour quelques dollars de plus, pour une poignée de dollars, deux très bons films. Le Bon, la Brute et le Truand, ça met la barre très très haute. Je pense que si, je suis pas un expert cinéma, je pense que vous l'avez compris, mais si je devais recommander là, une liste de dizaines de films à voir pour la première fois, je pense que Le Bon, la Brute et le Truand, c'est un des classiques qui me vient à l'esprit. Ça fait partie désormais de mon panthéon du cinéma. J'ai tellement adoré cette proposition. Le Il était une fois dans l'Ouest, qui est beaucoup plus rude, beaucoup plus dur. La fin, c'est génial. Et là, j'ai vu hier, du coup... Il était une fois la Révolution, et en fait, sa trilogie Il était une fois à Sergio Leone, ça fait le pont entre différentes périodes, donc western, là, Il était une fois la Révolution, c'est presque basculement western, monde moderne, et révolution, donc beaucoup plus de politique, et là, si ceux qui connaissent, hein, j'ai lancé Il était une fois en Amérique, avec Robert De Niro, j'ai bien hâte de le finir, parce que là, je pense qu'on est aussi sur une pépite cinématographique, en tout cas, je vais pas trop m'attarder, parce qu'évidemment, je sais que certains sont venus ici pour m'entendre parler de Ludovica Jork et de Marshall Mooney, mais c'est une de mes meilleures décisions encore une fois. Je kiffe trop cet arc. J'étais vraiment à fond sur les séries. Cinéma, j'ai vu pas mal de classiques, mais j'ai pas tout vu. Et ouais, je pense que ça va continuer. Il y a même quelques westerns que j'ai pas encore vus. Dans le lot, il y a Le Grand Silence avec Jean-Louis Trintignant qui me hype pas mal. Il y a aussi, comment il s'appelle, Les Sept Mercenaires, qui est le pendant de Kurosawa, du japonais, sur les Sept Samouraïs. Donc, impitoyable de Clint Eastwood. Non, mais ce qui est ouf, c'est que c'est ça que j'apprécie, c'est que je veux pas dire que les cinéphiles avaient une image négative, mais pour certains, c'est des personnes hautaines et tout, mais je pense qu'on a peut-être les mauvais cinéphiles qui sont mis en avant, parce que quand j'ai demandé aux gens de me recommander des films, et même là vous, à chaque fois, c'est vraiment un échange de bons procédés, les gens sont tellement contents de partager leur passion, que moi, je suis une éponge, j'absorbe ça, et ouais, j'en suis à une vingtaine de films, et je suis super satisfait d'avoir pu voir pour la première fois Le Silence des Agneaux, 12 hommes en colère, Le Salaire de la peur, tous ces films dans le Far West, parce que j'étais passé à côté, et les découvrir là, même si ce sont des films qui ont 70 ans, je trouve qu'ils ont toujours un propos qui est génial. Et puis ouais, puisqu'on parle de Sergio Leone, mais la musique d'Ennio Morricone, mais c'est du génie. Enfin, j'ai même pas les termes pour qualifier ce que j'ai ressenti sur certaines séquences. Et pour répondre à ta question, Jérém Gou, top 3 séries préférées, Pipion, elle est pas simple ta question, parce que vraiment ça change assez souvent, mais je pense que top 3 séries c'est chaud, parce que là comme ça je te dirais Breaking Bad, Game of Thrones, et comme le dit Soso Chat, la modératrice, Succession, mais j'avoue que j'ai vraiment une attache aussi pour The Shield, Scrubs, j'ai découvert assez tard Lost, les 3-4 premières saisons, c'est all time, vraiment. Les Sopranos, The Wire également. En fait, top 3, c'est presque trop restrictif. Avec moi, il faut parler de top 10. Et même une série qui a peut-être moins de saveur aujourd'hui, mais 24 heures chrono. Tu passes la première saison qui a un peu un grain, un peu ce côté vieillot, mais ensuite les enchaînements, enfin 24 heures chrono, ce que Jack Bauer, Tony Almeida ont fait pour ma vie, mais pareil, c'est juste fou. Donc ouais, pour le coup, j'étais vraiment assez branché série, mais ouais, je continue de découvrir certaines. Là, tu vois, il y a A Night of the Third Kingdom de la série Spin-off The Goat qui est très sympa. T'as The Pit qui va bientôt terminer sa saison 2. J'accroche aussi toujours à The Pit. Donc les séries, il y a toujours des belles propositions, mais j'avoue que là, niveau temps, les films, ça occupe une belle partie. Voilà, c'était les 5 minutes
le masque et la plume, désormais on va pouvoir passer un petit peu à notre bonne vieille Ligue 1. J'espère que j'ai pas perdu du monde, mais vous êtes assez souvent là, présent, encore une fois, un dimanche soir. Ça fait plaisir. Je sais également sur YouTube, en podcast, le COP de Scipion, vous êtes là. Et il y a un message qui m'a fait plaisir quand j'ai évoqué, j'ai fait un gros résumé des tirages au sort dans les différentes Coupes d'Europe. Et il y a un mec qui m'a dit merci Pipion de parler autant du LOSC. Mais ça, c'est votre rendez-vous, les gars. C'est cette émission, ces ces différentes chroniques de match, elles sont pour vous parce que voilà, je pense que le foot français mérite un vrai bon traitement, il mérite d'être raconté et pas seulement les grosses affiches, les grandes équipes. Et moi, évidemment, c'est avec mon œil, ce que je peux dire, ce que je peux regarder, mais j'essaie de voir tous les matchs et je pense que encore une fois, le supporter angevin, brestois, lorientais, il est vraiment satisfait d'avoir cette émission. On va parler, j'essaie de parler à chaque fois 10 minutes au moins d'un match. Après, des fois, il n'y a pas grand chose à dire. Désolé, je ne peux pas inventer certaines choses. Mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler le plus possible des 18 équipes de Ligue 1. Donc, ce rendez-vous, il a été créé pour ça, pour vous, donc le plaisir est partagé, ça je vous assure. Et non, Bordeaux n'a pas joué ce week-end dans la fabuleuse N2, on a été mis au repos, mais on a un déplacement vendredi à Angoulême, derby du sud-ouest, derby aquitain, donc attention, il peut y avoir des étincelles. On va aller sur le classement de Ligue 1 d'abord pour commencer. Comme je vous disais, c'est vrai que Marseille avait vraiment intérêt à prendre ces 3 points pour laisser les Lillois qui enchaînaient 2 succès de suite, les Rennais qui sont à 3, également les Monégasques qui ont 3 points de moins, mais Monaco est sur une très très belle dynamique. Je crois que c'est 16 points sur les 15 derniers matchs. Donc Monaco qui a finalement fructifié ce barrage de LDC pour totalement se remettre dans le bon sens dans cette saison et entrevoir une qualification européenne. Strasbourg qui a pas assez gagné, mais Strasbourg qui est que 8ème alors qu'on voit tellement de choses. C'est dire aussi que même si ces équipes-là, elles ont leurs défauts, c'est quand même un niveau qui est assez relevé. Alors c'est cette irrégularité qui fait que Strasbourg est 8ème, mais quand on voit le potentiel de cette équipe, et certes, c'est à quelques moments les séquences de match. Après, par exemple, sur le Strasbourg-Lens, on reviendra juste après l'Olympico. Lens a vraiment gâché pas mal d'occasions. Et c'est là où on a pu voir que Strasbourg, sur 90 minutes, contre peut-être un Noël qui était fatigué, hein, mais ils ont fait vraiment un très bon match. Là, contre une équipe en jambes, ça peut être plus délicat. Mais sinon, pareil, hein, Brest, qui est sur une superbe série, 33 points en 24 journées, le maintien, ils ont 15 points d'avance sur la GIA, ils peuvent se faire kiffer. Et qui sait, hein, si la 7ème place est qualificative, t'es qu'à 4 points. Alors pour moi, je vois vraiment quand même Monaco ne pas trop perdre pied. Est-ce que Lille et Rennes peuvent le faire? Ça va être pas évident. Et même, tu vois, Lorient qui n'a pas gagné les 2 derniers matchs mais qui reste à 33 points. Par contre, Toulouse, c'est peut-être le grand perdant de cette séquence. On avait souvent dit, attention, hein, Toulouse, hein, le calendrier était intéressant. Ils n'ont pas su le convertir. Mais bon, mercredi, tu as un match de Coupe de France contre l'OM. Peut-être que ta saison, elle peut basculer à ce moment-là, quoi. Ça, c'est clair. Toulouse, c'est terminé. Ah oui, c'est chaud pour eux parce qu'en plus, comme je vous dis, moi, j'ai vraiment vu une équipe proposer des choses qui étaient pas mal du tout. Ouais, ça va être l'enfer la fin de saison parce que, en fait, le gros souci de Toulouse, c'est que vraiment, là, ils vont avoir des trucs qui vont être assez terribles. Là, c'était vraiment les matchs à gagner et ils n'ont pas su aller le faire. Juste me mettre, je pense, le petit chat, hop, comme ça à côté, histoire de vous voir quand je parle de toutes ces rencontres. Et puis en bas, on a cette équipe de la JOCR qui prend un point, qui reprend un point sur Nantes, qui reprend un point sur Metz. Mais très clairement, pour moi, c'est pas suffisant parce que la GIA qui mène à 2 reprises contre Lorient à domicile, on sait que Lorient est une vraie bonne équipe dans son antre du moustoir. Là, c'était l'occasion peut-être de frapper un grand coup parce que, mine de rien, les 2 prochaines journées d'Auxerre, c'est comment ça s'appelle? C'est Strasbourg à la maison, puis c'est déplacement au Vélodrome. Alors, Auxerre est capable de prendre des points, je ne le vois pas non plus totalement largué, mais c'est là où tu te dis que si tu veux être rapproché de Nice ou du Paris FC qui a gagné et qui s'offre ce nouveau matelas de points, 8 points, c'est vrai que est-ce qu'on a encore envie d'y croire pour ces 3-là? Désormais, c'est presque plus la place de barragiste. Après, Auxerre en barrage, ce sera tout sauf un cadeau. Hein. Auxerre, tant qu'ils n'ont pas lâché, et même Sinayoko qui continue, Namasso, enfin, ils ont quand même des joueurs, on le dit très souvent, hein, mais ils n'ont rien à faire là. Après, ils ont été pénalisés par leur réussite dans les 2 surfaces. Pélissier est toujours le coach de cette équipe.
si d'ici 2 mois et demi, ils ont pas, tu vois, on va dire, s'ils ont enterré l'âge de guerre, si tout le monde se met dans le bon sens, je pense que Auxerre en barrage, ça peut être vraiment. Ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir. J'ai très peur pour Nice. Attention pour Nice. Ah, c'est vrai que Nice n'est qu'à 6 points. Nice, on voit des choses. Peut-être c'est le calendrier de Nice qui peut être intéressant à check en parallèle. Nice qui va à Lorient pour son quart de Coupe de France. Ensuite, ouf, c'est vrai que Nice, là, réception de Rennes, déplacement à Angers, réception de PSG, déplacement à Strasbourg. Ouais, il faudra prendre ta réception du Havre, réception de Metz. T'as peut-être un match direct, hein, 37e journée contre... 37e, non. Ça, c'était avant qu'on était à 20 équipes. C'est 33e journée contre la GIA. Et entre-temps, t'as le LOSC, t'as l'OM, t'as Lens. Force à eux. Ça va pas être évident. Mais on va voir s'il y aura du chaos dans l'air pour cette fin de saison tout en bas. Et après, bon, il y a des équipes intercalées comme Angers et Le Havre qui ont fait de bonnes choses. Ouais, même Le Havre, faut peut-être remettre un petit coup de... aller chercher les 2-3 victoires qui feront du bien. Ils en sont capables, je suis pas forcément inquiet pour eux. Merci beaucoup à Zouzou El Magnifico pour le T-Prime. Ça, c'est incroyable comme pseudo. On y va direct, les boss. On va pas perdre trop de temps parce qu'on avait un gros match, un grand rendez-vous de Ligue 1 avec cette Olympico. Je sais même pas par où commencer. Presque, il faudrait refaire le fil du match. Mais l'OM qui s'en sort. L'OM qui a été mené à 2 reprises. Qui va chercher cette victoire avec un doublé d'Aubameyang. 11e et 12e but de cette saison. Aubameyang, c'est un peu comme Giroud pour moi. C'est pas... comment dire, le mec qui aurait dû avoir tout ce temps de jeu en début de saison, qui a profité de la blessure de Gouiri, comme Giroud qui a profité de l'arrivée tardive et de la blessure d'Igaman. Mais mine de rien, ça fait le job à cet âge-là, 36 ans. Ça marque un doublé ce soir. Peut-être que ce sont des buts qui compteront à la fin quand on va faire le classement final. Alors oui, bien sûr, je sais qu'il y a 2-3 petits trucs d'arbitrage qui sont pointés du doigt. Est-ce qu'il y a faute sur Morton? Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu de Tolisso qui a été sanctionné? J'avoue que le hors-jeu, la ligne, elle est pas si évidente. On va quand même pas non plus tomber dans une forme de complotisme. On va essayer de faire confiance à cet arbitrage vidéo qui, normalement, a tout changé. C'est vrai que pour Morton, on voit pas les images après sur l'écran qu'on voit. Je crois que c'est Chéroux qui dit que pour lui, il n'y a pas forcément faute. C'est vrai que c'est le genre de séquence que c'est passé un peu vite, quitte à appeler, parce que c'est vrai que quand on appelle un arbitre à la VAR, très souvent on dit à 90% il va se déjuger, mais des fois c'est peut-être aussi pour vérifier certaines situations, et ça peut se mettre là-dessus. Ouais, c'est vrai que Tolisso est peut-être trop musclé, mais pour moi, je pense que de ce que j'ai vu, il n'y avait pas enfin, il y a contact, je vais pas le nier, mais c'est vrai qu'il a essayé de laisser jouer pas mal notre arbitre ce soir, Monsieur Brizard. Donc si c'est dans l'esprit du jeu et de la soirée, ça peut s'entendre. Après voilà, je pense que c'est pas un match qu'on doit analyser par le prisme de l'arbitrage parce que il y a eu vraiment du bon des deux côtés. L'OL, franchement, le match encore une fois avec tous ses absents, c'est pour ça que c'est très frustrant de ne pas avoir Morera, Schulk, Nouama et Fofana qui sont aptes parce qu'un attaquant de profondeur face à cette défense marseillaise qui a vraiment des espaces à exploiter et surtout un manque de confiance qui peut être criant. Et ce qui est ouf, c'est qu'on se disait bon, c'est Balerdi qui va être pointé du doigt. Alors oui, Balerdi, il y a des choses à dire sur son match, mais par exemple Emerson, c'est un peu abyssal, c'est son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé. Il est passé totalement à côté du sujet, même le côté gauche avec Traoré, où il n'y avait pas de lien vert, c'était un lien bien rouge, où c'est 2 joueurs bronze qui se découvraient quasiment. Mais l'OL peut être quand même fier de ce match. Après, c'est dur parce que c'est une deuxième défaite de suite, après cette série de 13 victoires qui a été géniale, mais dans le contenu et dans l'attitude, t'as fait de très belles choses. Je pense à Yaremchuk par exemple, Yaremchuk qui a été lancé ce soir. Le match, la performance jusqu'à ce qu'il sorte, elle est très bonne. Alors il y a cette action avant de rentrer au vestiaire à 1-0, il peut permettre à l'OL de repartir avec 2 buts d'avance avant cette mi-temps. Moi j'ai adoré ce qu'il a proposé quand même. C'est vrai qu'Yaremchuk, on dit souvent c'est un beau bébé d'un point de vue physique, il en impose avec son mètre 90. Mais techniquement et dans les remises, j'ai trouvé assez propre aujourd'hui. Il a fait un vrai bon boulot. Et la connexion avec Hendrick, elle s'est bien trouvée. Après, sur l'occasion de Yaremchuk, la passe, elle est pas si évidente. Je pense que le jeu demandait à ce qu'il passe à Hendrick. Mais s'il se trompe et que c'est intercepté, je crois que c'était Aguerd qui était revenu. Voilà, on peut aussi lui tomber dessus en mode, il aurait pu tenter sa chance
en 1 contre 1. Mais vraiment, Yaremchuk, très sympa son match. Et voilà, peut-être que Fonseca, qui prépare toujours très très bien ses matchs d'un point de vue tactique, il a trouvé une formule idéale avec ce milieu en losange et Tolisso, pointe haute. Je trouvais qu'il a vraiment. Il y avait de l'allure. Après, bah, ce soir, oui, Tessman, j'ai parlé de Emerson et Traoré. Ah, le match de Tessman, waouh, c'est assez, c'est assez difficile à expliquer, qui reste aussi longtemps sur la pelouse. Moi, j'ai vraiment pas compris. Est-ce que tu pouvais faire rentrer une autre personne? Est-ce que t'as pas un Mera pour, même si certains peuvent dire ah Mera dans l'intensité, mais on l'a déjà vu faire de bons matchs, hein, notamment l'Olympico de l'aller. Est-ce que Mathis Carvalho, c'est pas forcément ça, mais est-ce que tu peux pas faire rentrer Amner qui a des rôles multiples? Je sais pas, mais Tessman, c'est vrai que son match était vraiment rude ce soir. Après. Ils ont fait un match de vaillant, les Lyonnais, hein. Même Hendrick, c'est compliqué. Hendrick, il avait des messages à faire passer ce soir, parce que les 15 premières minutes, entre le retourné, l'espèce de rush en solitaire, bon, il y a 2-3 contre favorables, mais il était pas loin d'inscrire vraiment un golasso, et il en avait envie. Après, bah, c'est 2 passes décisives, il y a d'autres caviars qui sont pas convertis, il a peut-être forcé un petit peu sur la fin de match, parce que Hendrick, comme beaucoup de Lyonnais, je pense que là, ce soir, il y en a qui vont avoir des jambes très lourdes, forcément mal à la tête parce que c'est une défaite, mais ils vont terminer tous un peu fatigués. Mais Hendrick, on connaissait les qualités un peu brutales dans les 30 derniers mètres, le mec était obsédé par le but, qui a vraiment cette obsession d'aller faire trembler les filets. Et ce soir, dans l'impression collective, il m'a laissé une très bonne image. Il était connecté aux autres, il a compris certains déplacements, ce Tolisso, ce Yaremchuk, Narté aussi, qui a proposé à chaque fois. Et Henrik peut être vraiment satisfait de son match. C'est presque regrettable qu'il ne termine pas avec un petit but, parce que tout était là pour une grande soirée de sa part, mais on est quand même sur un match d'un certain calibre. Et ouais, vraiment, Henrik, comme je le dis, c'était vraiment pour moi un finisseur, quelqu'un qui avait aussi des gestes spectaculaires, mais dans cette capacité à être un œuf un peu plus complet, on a peut-être trouvé quelque chose. On a un biscuit qui peut être sympa pour la suite. Chou qui manque beaucoup dans le jeu lyonnais. Ouais, Chou qui manque. Bah, de toute façon, Morera pour la profondeur et Chouk pour sa capacité à bonifier n'importe quel ballon, à le garder un petit peu et à rapidement trouver des solutions de passe. Ouais, c'est vrai qu'en face, tu avais une équipe de l'OM qui était à 100% quasiment. C'est quoi? C'est Gouiri qui a été mis en tribune, peut-être diminué. C'est là où tu vois la différence, ouais, parce que tu avais Nouama, Fofana. T'imagines, sur tes 5 absents, hormis Kluivert, t'as que des joueurs offensifs et les gars qui peuvent un petit peu proposer quelque chose sur les côtés. Après, bah voilà, tu perds ce match, c'est un peu comme la défaite contre le PSG, dans le sens où je pense que t'étais pas favori, mais t'as montré quand même que tu savais répondre dans ce type de rendez-vous, que bah voilà, tu te fais avoir sur des détails, hein, comme tu dis, Mata. Sur la passe de Peichao ou Niakate qui se concentre sur son défenseur. Après, Niakate il fait un très bon match, hein, il fait un tacle en deuxième période. Au global, la deuxième saison de Niakate, la CAN remportée avec le Sénégal, patron absolu. On va pas commencer à chercher la petite bête, mais voilà, c'est vrai que dans cette capacité à essayer de trouver un 11 le plus fort possible avec tous ces absents, tu te dis que oui, dès que tu as des joueurs qui sont en sous-régime comme Mata, comme Tessman, ça peut être assez dur. Oui, c'est le même score contre le PSG. Même Griff, hein. Enfin, après Griff, qu'est-ce qu'il peut faire sur la frappe de Peichao et sur les 2 buts d'Aubameyang? J'ai l'impression pas grand-chose. Et pour terminer, oui, Rémi Imbert, alors, voilà. Premier but en Ligue 1, t'as aussi cette célébration, son jour d'anniversaire, même s'il est né un 29 février, qui est toujours à cheval tous les 4 ans. Mais bon, bah voilà, où il fait sa célébration, hommage, clin d'œil à Memphis Depay. Derrière, ça se fait remonter de 2 buts. Mais sinon, on va surtout retenir le geste, hein, parce que la passe d'Hendrick est sympa. Mais ce que Rémi Imbert bonifie, bah bravo à lui, parce que la fixation et la capacité derrière à se mettre sur son pied et à croiser la frappe, j'ai trouvé que Rémi Imbert a vraiment fait, pour un premier but en Ligue 1, c'est pas tous les 9 qui ont cette première réalisation, je pense. Ouais, c'est ça, c'est la célébration, c'est parce qu'il est fan de Memphis. Non, mais je pense que après, et au pire, comme d'habitude, hein, c'est pas grave, hein, une célébration de but, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et merci pour ton message, Itsui. En tout cas, merci à toi, Scipion, et la communauté. Rare d'avoir un débrief d'un match comme ça, où j'ai la haine sans full provocation et pouvoir parler avec des rivaux de manière agréable, ça fait plaisir. Bah, c'est ce que je dis, hein, tout à l'heure, on parle de toutes les équipes, mais ici, c'est votre safe place.
Base, si vous voulez venir vider votre sac sans insulte et en échangeant de manière intelligente avec tous les gens, bah, je pense que c'est possible. C'était l'objectif aussi de ce rendez-vous-là. Moi, vous me connaissez, je ne vais jamais crier, m'emporter pour du foot, et je trouve ça bien que, bah, entre guillemets, ma communauté elle ressemble à ça. C'est que bah, depuis que j'ai commencé à twitcher il y a 5 ans, vraiment, je crois que j'ai dû bloquer 3 ou 4 personnes sur Twitch, alors que sur Twitter j'en suis à une centaine, mais bon, c'est aussi le jeu de Twitter, hein, où bah oui, on s'exprime avec des messages courts, des fois les gens interprètent mal, ils prennent 3 cœurs, c'est que du foot, mais ici oui, on essaiera toujours de laisser un endroit où on peut s'exprimer tranquillement. Non, quand je dis que 100 sur Twitter, je pense que c'est qu'une centaine. Je pense pas qu'on est à 1000, je pense qu'on doit être à 300 bloqués, mais j'ai pas la stat exacte. Et salut à Matinal Foot, j'espère que tu vas bien le boss, que tu es en forme depuis la dernière fois. Donc l'OL repart avec 0 point du Vélodrome, mais voilà, tu as encore une fois quelque chose à retenir collectivement, individuellement, tactiquement. Peut-être le banc où tu te dis, bon, est-ce qu'il n'y a pas un Mera qui aurait pu rentrer un peu plus tôt par rapport à certaines défaillances, notamment Tessman, où ça a été assez compliqué. En face, l'OM a fait un match digne des plus grandes heures d'Olympique de Merveille, à s'arracher les cheveux, à ne rien comprendre à cette équipe. Tu te dis, mais pourquoi avoir fait ce stage à Marbella si c'est pour reproduire les mêmes erreurs encore et encore avec cette entame de match ratée, où c'est vrai que si Hendrick il met un de ses bijoux, bah, ça peut faire 2-0. Et là, pour le coup, je pense que le coup de massue, avec la pression du stade derrière, aurait été assez difficile. Quand même, hein, ce qui était intéressant de la part d'Habib Beye, c'est quelques choix forts, avec Traoré qui était plus un joker sur la fin de Zerbi, même s'il avait commencé titulaire en janvier après son retour de blessure. Kondogbia aussi, qui est l'intermittent du spectacle, l'intermittent du football, qui revient un match sur 3, qui est présent. Ouais, c'est vrai que quelqu'un le disait dans le chat, Timber, une de ses moins bonnes performances, si ce n'est la moins bonne depuis qu'il est arrivé. Après, il a été recruté au cœur presque de la tempête, et ça a été quand même une belle éclaircie. Donc ouais, après bah ouais, gros match, et il doit, ce qui est bien, c'est que je pense que ce gars-là qui est international néerlandais, qui a déjà joué des gros matchs de Redivisie, qui a fait de la Ligue des Champions, peut-être la Ligue 1 des fois, et ça se dit bon, je suis dans une équipe, ça doit bien tourner. Et je pense que quand tu rencontres l'OL de Fonseca, où tu as cette grosse bataille au milieu de terrain, même un Timber qui est habitué à ce rythme-là, je pense qu'il est capable un peu d'avoir ses failles et de se rendre compte qu'il y a du boulot. Donc c'est bien de rappeler que la Ligue 1 en termes de dimension physique, c'est sacrément costaud. Oui, Greenwood, pas un bon match. Greenwood qui a beaucoup forcé. J'ai presque cru qu'Habib Beye, je pensais que c'était la solution de la part de Beye de sortir Greenwood plus tôt pour faire rentrer. Voilà, c'est Nwaneri qui est rentré à un bout d'un moment, mais je crois qu'il a été remplacé par Pavard qui a pris la place d'un des défenseurs, je crois que c'est Wea, et c'est Nahdi qui l'a remplacé, la première de Nahdi. Mais Greenwood, ouais, pas un bon match, c'est vraiment sa mauvaise version où il cherche ouais, à absolument avoir sa stat, son but, et pour le coup ça a desservi le collectif. Alors autant on sait que Greenwood a du mal à marquer contre le top 7 de Ligue 1, autant dans le jeu il peut faire des différences. Là ce soir il a été un peu bien muselé, et vraiment, même en plus à un moment donné il a alterné avec Traoré de côté, et même avec ce changement côté gauche on l'a pas vu, mais parce que aussi c'est ça qui est intéressant pour Habib Beye, et je le redis, hein, c'est pas normal d'en être là, pas de se faire peur par rapport au top 4, mais l'OM a un vrai bel effectif en Ligue 1, et on l'a vu avec monsieur Igor Paixão. Voilà, les 30 millions d'euros, peut-être que c'est cher, mais c'est ce qu'on veut de la part de notre ami brésilien. C'est des grosses frappasses, c'est des buts comme ça, c'est réussir à fixer, à déborder son adversaire, rentrer sur son pied droit et envoyer une lourde frappe. En plus, c'est une égalisation, ça fait un moment que Paixão n'avait pas marqué, ou avait pas marqué un but important, donc là pour le coup ça peut vraiment peut-être relancer son aventure à l'OM, en sachant que Paixão il a joué même des fois piston. Pour moi c'est pas un piston, c'est comme Altamare et Kren, c'est des joueurs qui sont faits pour être ailiers, et je pense que Paixão, dans cette fin de saison, avec cette capacité à débloquer des moments sur une frappe, après oui, il y en a certaines qui va pareil tenter 2-3 fois, mais Paixão, très bonne entrée, parce que je pense qu'Habib Beye il attend de ça aussi, hein. Ok, il met en place son 11, il tente des choses avec les titulaires, mais je pense que le banc a aussi son apport, et Paixão a marqué pas mal de points
je pense, ce soir, pour un match côté OM. Ouais, encore une fois, on s'est fait peur. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais le premier but de Tolisso qui arrive à la deuxième, troisième minute, t'as quand même un trou béant plein axe où Tolisso est seul pour armer, contrôler, marquer. Donc cette équipe a quand même ses failles défensives qui sont assez dingues, mais elle a aussi cette énergie, elle a cette fougue, elle a cette capacité à profiter aussi des petites erreurs adverses. Et voilà, Paixão qui est en plus passeur décisif pour Aubameyang, toujours bien placé. Que je vous dis, c'est vrai que j'avais revu ça, Paixão, Aubameyang il y a 2 ans, lors de la fameuse saison du 1-3-24 où l'OM fait demi-finaliste d'Europa League mais termine assez loin en Ligue 1. Et bien Aubameyang, c'est quand même 30 buts, toutes compétitions confondues. À 34 ans, c'est pas mal. Cette saison, il en a 12 à 36 piges. Alors, encore une fois, Aubameyang joue davantage par rapport à ce qui était prévu au départ. Je pense qu'il y avait Gouiri qui devait bien enchaîner après sa bonne deuxième partie de saison. Mais voilà, il a tenté d'épaner. Il y a des matchs où il a totalement disparu, mais il est toujours bien placé. Et c'est vrai qu'il y a cette chance du but. C'est comme je vous dis, c'est pareil pour Giroud. Hein. On peut le critiquer parce que à cet âge-là, 90 minutes, avec l'intensité, encore une fois, la Ligue 1, c'est pas simple de se faire une place. Mais tu vas marquer ces petits buts importants qui, à la fin, pourront faire la différence. En tout cas, est-ce qu'on peut encore... Est-ce qu'on peut déjà, ouais, justement, identifier le fameux Habib Beye du côté de l'OM? Je pense qu'il y aura encore pas mal de changements sur la prochaine compo. Faudra voir un petit peu le retour de Gouiri, mais Aubameyang, en fait, je pense que pour Beye, sa solution, enfin sa clé, c'est de trouver un petit peu ses nouveaux cadres. D'ailleurs, il a quand même changé de capitaine, hein, c'était important comme décision, avec Balardi qui n'a plus le brassard, qui a été remis à Højbjerg. Et ouais, peut-être que tu vas avoir une nouvelle colonne vertébrale, hein, avec Rouli qui est revenu au cage, même si tout n'est pas parfait encore une fois. Aguerd, Højbjerg, Timber pour lier tout ça, Aubameyang. Je pense que c'est la clé pour lui, même si c'est un jeune entraîneur. Est-ce que je disais de toute façon, est-ce que Habib Beye, c'était le bon moment pour l'envoyer à l'OM par rapport à son vécu à Rennes et ce qui était prêt pour Marseille? C'est vrai qu'on le dit peut-être pas assez souvent, mais quand tu as été joueur et capitaine de l'OM dans les années 2000, c'est des années d'expérience sur le banc que tu grattes comme ça. Il connaît déjà presque par cœur ce club, donc au moins, il savait à quoi s'attendre. Et c'est vrai que ce premier match au Vélodrome, et derrière ce qui va arriver, la rencontre de Toulouse en Coupe de France, c'est 2 gros tournants par rapport à la fin de dynamique de Zerbi qui était très difficile, même sous Pancho Bardonado. Et je vois encore des petits restes, hein, une équipe qui défensivement, il y a un tel boulot à faire. C'est parmi les équipes de Ligue 1, la défense de l'OM, c'est quand même assez flippant, surtout que, encore une fois, tu as recruté Emerson, tu as recruté Aguerd, tu as recruté Wea, tu as recruté Pavard, tu as recruté Egan Riley. Vraiment, tu as déconstruit beaucoup de choses, et au final, ouais, ce sont des joueurs qui sont des satisfactions, mais ce soir, encore une fois, il y a des trous béants, il y a des espaces qui sont pas normaux. Donc pour l'OM, bah, au moins, tu reprends 3 points par rapport à Lille et Rennes, 6 sur Monaco. Et désormais, il va falloir bonifier parce que le plus important pour l'OM, c'est ce qui va arriver. C'est 2 matchs contre Toulouse, un en Coupe de France et l'autre en Ligue 1 au Stadium. Et voilà, la meute est à tes trousses. Tu as remis une petite distance, mais je pense qu'il faut pas. Faut réussir à créer quelque chose à partir de ce match qui a été assez fou, quoi. En tout cas, je le redis, mais en tant que spectateur neutre, et depuis pas mal d'années, les Olympicos nous ont offert des émotions qui sont dingues. Enfin, le but de Memphis, justement, à la fin, le doublé de Payet qui veut se régler ses comptes avec Rudy Garcia, le but de Jonathan Rowe l'an passé, là, il y a eu Schulk. Enfin, c'est des matchs où il se passe à chaque fois plein de choses des 2 côtés du terrain. Et ouais, je pense que c'est le principal. Si tu me demandes l'affiche qui me divertit le plus, ouais, c'est ça. Mais je vais pas dire de loin. Mais quand tu vois évidemment l'écart entre le PSG et l'OM, tu as des derbys qui sont très sympas. On a perdu Saint-Étienne, mais les Lille-Lens, les Rennes-Nantes, les Nice-Monaco, tout ça, ça apporte sa saveur. Mais moi, j'avoue que vrai coup de cœur à chaque fois pour COMOL. Salut Quark. Et oui, c'est vrai que. Alors, c'est pas le but de Mera, mais c'est le but d'Humbert qui fait bien penser à ça. Et bravo, ouais, aussi à la formation lyonnaise de réussir, peu importe que ce soit des années fastes ou des années creuses, à sortir des jeunes. On voit des choses à chaque fois. Et oui, comme tu le dis, Ben, c'est peut-être pas terminé parce que les deux peuvent se retrouver en finale de Coupe de France. Et là, ça peut être assez savoureux. Ouais, je pense qu'on a hâte de voir ça. On va enchaîner les boss et comme toujours, on va revenir petit à petit sur les rencontres. Hop, on rembobine. Et ce Strasbourg-Lens, bah, ce que j'ai dit sur
l'énergie, le rythme de cette OMOL. Peut-être que là, on a eu ce petit frère, mais ce Strasbourg-Lens, très bon match de Ligue 1. Ça s'est rendu coup pour coup, avec un Lens qui doit sortir quand même assez frustré de cette partie 20 tirs, 8 cadrés, avec Penders qui en a sorti quelques-unes, mais aussi des ratés notamment Hudson Edouard, c'est même plus bouffer la feuille de match, là, c'est la feuille de match, tu vas chez Etchebest, t'as payé ta soirée 200 balles et t'as petite sauce truffée, une onction de fenouil, t'as plein de petits trucs, hop, et là, il s'est vraiment régalé. Dommage, parce que cette saison, en plus, il était plutôt efficace d'un point de vue de la réussite, et j'aime beaucoup... la saison d'Edouard, mais là, ouais, vendredi soir, la Méno, il a beaucoup gâché. En tout cas, quand même si c'est qu'un point, et c'est vrai que tu en perds encore une fois deux par rapport au PSG, j'ai bien aimé quand même la réaction lensoise par rapport au trou d'air vécu contre Monaco, mais également sur l'ouverture du score de Panicelli, parce que c'est une équipe qui n'a pas cessé de vouloir aller de l'avant, qui a toujours essayé de provoquer quelque chose, d'obtenir vraiment, et même jusqu'à la fin, ils ont poussé. Voilà, ils sont tombés sur une bonne défense, ils ont manqué un petit peu de réussite dans ce sens. Je vais essayer de récupérer les statistiques d'XG, bah voilà, elles sont là. 1,83 d'XG contre 0,84, donc quasiment deux buts quand Strasbourg n'en a qu'un. C'est là où ça a pêché pour... les Lensois. Et après, bon, bah, c'est peut-être aussi l'histoire de cette saison où il y a des matchs où ça a bien tourné en ta faveur, où tu avais des occasions que tu as converties sur pas grand-chose. Tu as gagné pas mal de fois avec ce petit brin de réussite que tu as provoqué parce que tu es une très bonne équipe et qu'il faut pas réduire à Lens. Faut pas réduire ce Lens-là juste à une histoire de chance, de réussite. Collectivement, c'est quand même très costaud. Et tu vois les rouages qui sont mis en place. C'est pour ça, encore une fois, il y a quand même un petit monde d'écart entre ce Lens qui est top 2 depuis très longtemps et ce Strasbourg qui est à la poursuite du top 7. On a vu quand même, tu vois, deux équipes qui ne boxaient pas dans la même cour. Et pourtant, on se dit tous que ce Strasbourg-là peut aller taper à la porte des meilleures équipes de Ligue 1. Mais là, contre ce Lens-là, bah, il n'y avait pas... Il y a encore du boulot, mais sinon, bah, le match était quand même très sympa avec ce but de Panicelli, alors qu'il a profité de l'erreur de Gagnou. C'est dur parce que Gagnou, il a fait un très bon match au-delà de ça, mais il se prend les pieds dans le tapis avec cette passe en retrait. Et Panicelli, bah, je l'adore. Ah, je l'adore. Mon Joaquin, c'est vrai qu'il a tout en fait pour plaire. Il a ce côté buteur, il a ce côté tellement généreux, il va courir partout. Il y a des gestes, hein. La petite louche, elle fait plaisir. D'ailleurs, Hendrik a essayé de la reproduire ce soir dans de Impico, il n'est pas parvenu. Mais Paetcheli, bah, c'est quand même 14 buts cette saison. Il a rejoint Greenwood. Alors on sait que Strasbourg s'est rarement trompé dans ses recrutements Bluco et fait quand même, tu vois, bien targeté. Après Paechelli, ils l'ont quand même payé, tu vois, 20 millions en D2 espagnol. Lui qui était sous contrat avec Alaves. Mais Panicelli, passer de la D2 espagnole à la Ligue 1, c'est pas rien. Et c'est vrai qu'il y a eu ce petit trou, enfin il y a eu ce petit manquement, je pense, en novembre, où il a enchaîné 4-5 matchs sans marquer. Il y a aussi quelques pénaltys dans le lot, mais on va pas le réduire justement à un mec qui fait que planter dans cette séquence-là. Panicelli, c'est très très costaud. Enfin, moi, ce qui me plaît, comme je vous dis, c'est le côté à la fois buteur et marquer des buts comme ça, bah, on kiffe, mais aussi à quel point il s'entend avec tout le monde et il va redoubler sur certaines courses, il va aller chercher le ballon bas, il va ne pas hésiter à faire des passes pour lancer Ouattara, Godot. Donc moi j'ai vraiment bien apprécié ce match de la part de l'Argentin. Est-ce qu'il va rester longtemps à Strasbourg? C'est toujours la même question. Si au 1er juillet 2026, je vois l'annonce de transfert, Paechelli rejoint Chelsea jusqu'en 2033, je ne serais pas étonné. Mais à Chelsea, tu as déjà Joao Pedro qui est pas très vieux, tu as Delap, tu as Emega qui va rejoindre ça. Paechelli, si tout le monde est intelligent, il a quel âge le Joaquin? Parce que pour moi, ce mec-là, normalement, ça doit faire une deuxième saison Racing. Il a 23 ans, alors oui, on sait que 23 ans, certains commencent à dire oh là là, ça peut devenir vieux, mais ça reste très très jeune à l'échelle du football. Et Paechelli, faut qu'il enchaîne pour une deuxième saison avant d'aller voir ailleurs. Après, peut-être que Bluco se dit bon, quant à cet attaquant, peut-être que s'il y a une belle vente, hein, on sait que Strasbourg a déjà vendu d'autres joueurs à des clubs en dehors des Blues, avec notamment, s'ils appartiennent pas directement à Chelsea, parce que t'as Bakwa qui a rejoint Nottingham, pour ne citer que lui, t'as Mamadou Sarr qui est reparti là-bas, t'as Petrovic et André Santos qui sont repartis, mais Petrovic a été transféré à Bournemouth. Moi, Mpadiché, pour moi, je serais très clairement pour une deuxième saison, quoi.
C'est vrai qu'il y a aussi Marc Gouillou, il y a Tyrick George aussi. En fait, ils ont un paquet de petits jeunes d'attaquants. Mais c'est vrai que si Paichelli il fait aller-retour avec, comme tu dis, Marc Gouillou, je serais pas non plus en mode de grosse surprise. Mais Jérém Gou, Paichelli, bonne piste pour remplacer Alvarez à Atlético quand Sarri sera parti au PSG, j'espère. Alors, t'as deux bons mouvements. Mais ce qui me fait kiffer, c'est que à chaque fois qu'on a un Argentin avec de la grinta qui marque des buts et qui a ce truc un peu bestial, euh, on l'envoie à Atlético. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ces transferts un peu évidents qui ne s'étaient pas produits et le nombre de Sud-Américains qui doivent rejoindre les Colchoneros guidés par Cholo Simeone, ça me régale. Mais oui, Paglicelli avec Lookman, avec Sorloth, avec, bon, j'allais dire Griezmann, mais il va s'envoler pour la MLS. C'est vrai qu'on peut l'imaginer dans ce sens, mais pour une première saison en Ligue 1, vraiment 14 buts, il est là. Et en plus, dans le jeu, c'est quand même une belle satisfaction. J'ai bien aimé aussi le match de Doucouré au Mobile qui ont pas mal voilà, ratissé de ballon, qui ont essayé de défendre, mais qui sont fait des fois prendre. Même Penders qui en a sorti pas mal. Pareil, hein, le double pivot Mbourabé de Barco qui s'est moins baladé si on reprend ne serait-ce que le match de l'OL. Mais ouais, le match qu'a envoyé Lens, chapeau, l'égalisation de Sangaré, c'est une très belle reprise. Vraiment un geste superbe. Malang Sarr, encore une fois, dans de très bons coups. C'est vrai qu'il y a cette question d'Hudson Edouard qui a manqué de vista, de lucidité, mais c'était pas évident. Après, bah, ouais, dans l'absolu, prendre un point à la méno quand t'es mené au score, c'est pas mal, mais pour se lancer, et c'est bien parce que quand tu as goûté à ce fauteuil de leader, t'as envie, hein, t'as une belle satisfaction, et je pense que pour Pierre Sage, il peut quand même, comme je vous dis, être satisfait du visage montré, parce que bah, tu as été un petit peu moqué, tensé la semaine dernière contre Monaco, ça peut arriver hein, de perdre pied pendant 10 minutes, mais sinon, on va reprendre parce que à chaque fois avec ce lance-là, on est obligé de rappeler certaines choses, tellement c'est une saison qui est géniale. 17 victoires en 24 matchs, t'as ces 5 défaites-là, mais 17 victoires en 24 matchs, c'est quand même un bilan qui est génial. Enfin, pour eux, sur la ligne de départ, ils auraient signé pour ça de suite. Tu gardes ces 8 points d'avance sur l'OL. Ça dit quoi un peu le calendrier pour les Lensois à venir? Parce que je sais qu'il y a la Coupe de France là contre Lyon. D'ailleurs, hein, bah, ça aussi c'est un très bel objectif. Contre cet OL fatigué mais qui sait t'embêter dans les grands matchs, ça va pas être évident. Après l'OL, tu reçois Metz, tu vas à Lorient, tu reçois Angers. Ensuite, tu as le derby, tu as la réception du PSG. Et tu termines par Toulouse, Brest, Nice, Nantes et ce fameux match à l'OL pour le revival de 2002. Ouais, bah tu vois, le PSG qui est un peu fatigué mais qui a quand même réussi à faire déplacer son match contre Nantes. Voilà, t'as Metz, Lorient, Angers, si tu fais 3 sur 3. Faudra voir hein, si le PSG a perdu ou a fait un petit nul sur la route. Ça peut être assez intéressant. Après, je pense que malheureusement, Paris commence à prendre ce petit écart qui va peut-être ne pas être suffisant pour espérer une finale le week-end du 12 avril. Mais ça aurait été une saison géniale pour eux. Et j'insiste, hein, mais Lens n'aura jamais remporté la Coupe de France. Alors c'est vrai que la Ligue 1, c'est génial pour eux de terminer dans ce top 3 et d'assurer une place en Ligue des Champions. Mais aller chercher quelque chose du côté du Groupama Stadium, en plus maintenant que le PSG a été éliminé. J'ai vu quelqu'un d'ailleurs qui disait que le vainqueur de ce match serait le futur vainqueur de la Coupe de France. Bon, bah t'as quand même l'OM, t'as aussi des équipes qui font une belle saison comme Strasbourg qui reçoit Reims. D'ailleurs, hein, je pense que je vais le réafficher pour ceux qui voudraient avoir tout le programme de la Coupe de France. Donc on se retrouve mardi avec ce Strasbourg-Reims, Lorient qui affronte Nice au Moustoir, Marseille qui reçoit Toulouse, ça c'est le mercredi, et jeudi on terminera donc avec ce OL Lens. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Reims et petits points Ligue 2, j'ai vu qu'Hugo SSE voulait qu'on parle de Saint-Étienne. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les 4 derniers matchs de Reims en Ligue 2. Bah on s'ennuie pas, hein, vraiment. 0-0 contre Bastia, 0-0 contre Grenoble, 0-0 contre Amiens, et spoil, 0-0 contre Montpellier. Donc voilà, c'est vrai que je sais pas combien de fois c'est arrivé dans l'histoire du foot qu'une équipe enchaîne 4-0-0, mais c'est quand même assez particulier. En tout cas, là, comme ça faisait un moment que j'avais pas vu ce score aussi fréquent. Mais faudrait qu'on finisse top 3 et qu'on aille chercher au bout en Coupe de France. T'imagines la saison si Lens le fait? C'est génial. C'est vrai que ça fait, comme le dit Mbaku, ça fait 6 clean sheets.
on sent le mec qui a son équipe qui lutte pour le maintien et qui apprécie ce genre de statistiques parce que se réjouir de ça. Mais voilà, au moins les Strasbourgeois sont prévenus, la défense de Reims, ça tient la route. Hein. Franchement, c'est pas évident avec Jawan Okash, Hakime, Koto qui avait fait une belle canne, Sekine, et puis t'as toujours des joueurs qu'on a connus en Ligue 1, hein, comme Keito Nakamura, t'as Darami, t'as Benatab qui est prêté par Nantes, et t'as Patrick Zabi, la révélation qui va s'engager du côté du PFC. Donc quelques petits joueurs et Nicolas Palois sur le banc, évidemment, toujours là le bon Nico. Donc non, franchement, le match de Lens, très intéressant dans la réaction. Et Strasbourg, bon bah, fallait peut-être aller chercher ce petit... est-ce que tu pouvais faire mieux que nul? Non, très clairement, le nul est une bonne opération. Surtout, je repense à tous ces ratés d'Edouard qui sont enchaînés. Lui qui a quand même un bon ratio statistique cette saison. 9 buts, 3 passes D en 20 matchs. C'est vrai que là, pour le coup, il a manqué le cadre presque au pire des moments, parce que sinon, ça faisait quand même un succès à la méno, et ça te mettait quand même dans de bonnes dispositions. Mais je pense que Pierre Sage, je me répète, hein, mais il peut être vraiment... il a dû apprécier le visage et la réaction, à la fois du match de Monaco, mais aussi à l'intérieur du match, après ce but de Paeccelli qui vient d'une erreur individuelle. C'est vrai que là, on peut quand même souligner... ça. Salut El Poulet 59, bah écoute, ici tout roule, surtout après avoir vu tous les 0-0 de cette immense équipe de Reims. C'est vrai, ça, comme le dit Peter de la Vega, Datrofana qui devait aller à Auxerre, joue ou pas à Strasbourg. Franchement, déjà Yacine il est resté sur le banc, mais Datrofana, c'est intéressant ta remarque, parce que ça fait un moment que... Et c'est vrai qu'à Auxerre, il aurait dû tellement aller là-bas, parce qu'au niveau temps de jeu, je pense que c'était mieux pour toutes les parties. Il a fait un match en Coupe de France. Il est rentré en jeu. Ligue 1, il a fait 5 minutes. Mais il est blessé, je crois, de mémoire. Hein. Sinon, ça serait quand même une dinguerie de récupérer un mec comme ça, casser son prêt, et juste pour l'envoyer. Là, apparemment, il était sur le banc contre l'OL. Il n'était pas dans l'effectif. Donc, s'il y a un Strasbourgeois qui sait, gestion très bizarre. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit ça du côté de Strasbourg avec certains jeunes. On continue les boss avec ce Rennes-Toulouse. Alors certains ont dit que cette journée du samedi c'était la sieste. Oui, je vais pas mentir, c'était pas du Joga Bonito. Mais dans la dynamique rennaise, bah évidemment ça se prend 3 points, troisième succès de suite. Encore un succès qui te rapproche du top 4, même si l'OM a remis 3 points en route. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi un nouveau clean sheet après Auxerre. C'était un des manques du Stade Rennais cette saison, de pas mal enchaîner de matchs sans garder son but préservé. Et surtout le succès contre le PSG, le match de Tambouré qui a donné pas mal d'élan à cette équipe. Encore une fois, on capitalise sur ce qui a été fait de très bon contre l'équipe auxerroise avec ce système, le 4-2-3-1, Szymanski en 10, deux vrais joueurs de côté, Tamaré et Nordin, deux latéraux, Naguida et Merlin, et Rongier Camara avec, tu vois, un banc qui est quand même très sympa. Cissé, Mbolo, Blas, le Mukiele Junior, et puis des joueurs qu'on n'a pas encore vus comme Zabiri, ou assez vus, et Ad Boudlal qui est revenu de blessure, et Cédou qui reste sur le banc, attendant le retour de Jacquet. Et voilà, la première à la maison de Francaise. Moi, je trouve que cette équipe rennaise, elle est cohérente. Ça m'étonnerait pas que ça termine avec ce 11-là, parce que je pense qu'il a trouvé des clés. Je pense peut-être que Rouault laissera sa place à Jacquet, parce que voilà, Jacquet, c'est quand même ton meilleur défenseur de base. Mais en attendant, il fallait arrêter avec le 3-5-2. Ouais, Frankowski, c'est Max Polak. Bien vu, Frankowski. Mais Naguida, en ce moment, est sur une très belle période. Hein. Mais après, Frankowski, Francaise, il le connaît par cœur. Donc, ça peut être aussi tentant. Mais non, c'est une équipe qui a trouvé sa bonne formule. Qui s'est proposé des choses. Après, la deuxième période, ils ont souffert. Hein. Franchement, le match de Toulouse, qui a vraiment tenté de mettre... un peu plus de rythme, et notamment l'entrée d'Emerson qui a fait beaucoup de mal derrière, qui s'est procuré pas mal de situations, Emerson qui a un très beau bébé, et pour le coup c'est difficile de le bouger et de le récupérer des ballons, mais la première mi-temps est bien maîtrisée. Tu as ce but de Nordin qui est, voilà, après ce ballon un peu dévié, et Nordin qui réussit à prendre la tête le ballon à Charlie Creswell. Nordin qui fait quoi, 1,73, et Creswell qui fait 1,94, réussir à prendre de la tête presque un ballon au meilleur joueur aérien de ce championnat. Et j'ai trouvé ça quand même assez
assez rigolo. Mais non, non, Rennes poursuit sa remontée, son bonhomme de chemin. C'est vrai que c'est une équipe qui a connu pas mal de phases différentes avec du bon début de saison, du creux, de nouveau du bon, du creux. Enfin, c'est une équipe qui n'a pas trouvé encore ce rythme de croisière. Ça peut retomber encore une fois dans cette difficulté-là. Mais prochaine journée, tu vas à Nice, tu vois, équipe qui est dans le doute. Après, bah, tu as un concurrent direct qui est le LOSC, qui sera entre deux matchs d'Europa. D'ailleurs, ce sera le match du dimanche soir, 20h45. Donc, sympa d'avoir ce match course à l'Europe en prime time. Non, bah, moi, je pense que ça va terminer européen, cette histoire, hein. Alors, est-ce que ce sera la grande coupe, la grande coupe, ou la petite, ou la Pipion League? C'est pas évident, mais je pense que j'ai peur quand même que la LDC, pour cette équipe, soit trop haut. Même si évidemment tu feras du mercato en conséquence. Mais voilà, si tu construis quelque chose de cohérent pour l'Europa League, ça peut déjà être pas mal. Alors peut-être que je me projette trop vite parce qu'évidemment ils sont pas du tout encore qualifiés. Mais cette équipe rennaise, elle a des joueurs assez intéressants. Elle a tout ce qu'il faut, hein. Elle a des cadres de Ligue 1 avec Samba, Rongier, Camara. Elle a un buteur, il faut, hein, un mec qui est capable de te mettre 10-15 buts pardon, par saison avec Esteban Le Paul. Elle a de la jeunesse, hein, des joueurs qui sont formés au club régulièrement. Djawi Cissé, bon, Kader Meïté qui est parti en Arabie Saoudite. T'as Jacquet également qui est présent. T'as des talents à développer. T'as des joueurs de complément. Il y a une bonne synergie. Après, oui, je suis d'accord avec toi, hein, Moana. La deuxième période, elle est pas bonne. Hein, mais tu es sur un fil, tu laisses beaucoup trop le ballon à Toulouse. T'as Emerson qui te bouge. T'as des joueurs qui font bien plus de mouvements. T'as un Beau qui a trouvé quelques zones de passe. J'ai dit, wow, là, attention. Après, t'as profité aussi d'un adversaire qui doute depuis pas mal de temps. Est-ce qu'ils pensent trop à leur match de Coupe de France pour aller reprendre une coupe? Je sais pas, parce que très clairement, Toulouse, ils sont sauvés. Mais voilà, il va peut-être manquer ce petit frisson de fin de saison et ça peut être très clairement relevé par la Coupe de France. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que Rennes est capable de préserver son but, de mieux défendre et voilà, tu as un peu plus de banc. Franchement, euh, après, je sais que Francaise est un très bon coach de Ligue 1. Et même, je me disais toujours, est-ce qu'il va arriver et mettre son fameux système avec les pistons et tout? Alors, il attend sans doute que Frankowski revienne pour retester ça. Et ça ne m'étonnerait pas que l'an prochain, avec du mercato, pour refaire encore une fois toutes les moulures de l'effectif, il puisse aller de nouveau sur ce schéma préférentiel. Mais en attendant, le 4-2-3-1, je pense qu'à Rennes, il s'impose. Et côté Toulouse, comme je vous le dis, bah, la séquence actuelle, moi, elle me chagrine, hein, parce que je pense que le TEF avait tellement mieux à espérer sur cette fin de saison. C'est vrai que tu as eu cette belle victoire à Brest il y a un mois. Depuis, c'est 0-0 à Auxerre, contre Auxerre à la maison. Également, ce nul contre le PFC. Tu as la défaite 1-0 à Angers en fin de match. Tu as la défaite 2-1 contre le Havre qui était à 10 depuis la première minute avec le rouge de Sanganté. Donc, je sais pas, mais moi, ça me. Hein, tu ressors de tous ces matchs-là avec seulement 2 points. Et voilà, il suffisait que tu en gagnes un ou deux. Et t'étais potentiellement, si t'en gagnais deux, t'étais à 37. Tu aurais pu être à la hauteur de Monaco. C'était pas usurpé. Et même si tu gagnais tes matchs à la maison, t'avais 4 points de plus. T'étais à 35 points. T'étais comme Strasbourg. Donc, ouais, Toulouse, l'équipe qui aime trop se contenter de cette zone-là, la 10e, la 11e place, je pense que je sais pas s'ils sont pas conscients de ça ou justement parce qu'ils étaient proches de pouvoir, avec ce calendrier abordable, se rapprocher de ces places prestigieuses. Après, là, ça, t'as le double match contre l'OM. Ensuite, tu vas à Metz et après, tu reçois Lorient avant un calendrier qui va quand même. Ouais. En gros, Toulouse va arbitrer quasiment tout le top 8 avec PSG, LOSC, Lens, Monaco, Strasbourg, OL. Alors pour moi, ils vont pas perdre toutes ces rencontres-là, mais si tu as eu ce petit matelas de points là, peut-être que tu aurais pu espérer une qualification européenne via le championnat. Après, ils peuvent le faire par la coupe, hein. On va voir. L'impression que nos joueurs ont lâché le championnat. Mais c'est ouf parce que après le succès à Brest, tu étais dans les vraies bonnes zones. Et là, tu as laissé tout le monde reprendre du poil de la bête. Tu as Brest, Lorient qui sont devant toi. Tu as les équipes qui, normalement, doivent être dans le top 6 qui ont pris des distances. C'est regrettable. Hein. Moi, j'insiste. Hein, peut-être que je vois cette équipe trop haute par rapport à ses qualités, mais il y a un vrai potentiel. J'insiste du côté du TEF, mais dès mercredi, il y a un rendez-vous pour basculer du bon côté. On continue avec, justement, une des équipes qui est en très grande forme. Hein. L'AS Monaco, qui est sur une série assez impressionnante en Ligue 1, parce que tu as eu ce succès 4-0 contre Rennes, tu as eu la victoire à Lens, tu as ça, ouais, franchement, la dynamique actuelle, alors c'est vrai que tu as eu cette élimination en Coupe de France contre Strasbourg,
T'as l'élimination en barrage, mais t'as montré tellement de qualité que t'as presque eu le respect unanime de tous les observateurs du foot en mode ok Monaco, vous avez proposé quelque chose de très sympa. Et je pense que ça leur a permis, comme je vous dis, de remettre le pied à l'étrier de leur saison. Voilà, maintenant, ce qui est bien, c'est que t'as plus que le championnat. T'as un effectif qui doit être sympa. Ouf, ou les stats, ouh là là. C'est vrai que devant la télé samedi soir, c'était pas le Joga Bonito, mais je m'en rends encore plus. 5 tirs, 4 cadrés pour Monaco, 5 tirs, 2 cadrés pour les Angevins, 20% de possession pour Angers, 238 passes à 740. Après, Angers, on va en revenir là-dessus, mais ils avaient Kofi qui était absent de dernière minute et aussi Van Den Boomen. Il te manque ton gardien qui est un top 3 cette saison dans le championnat et aussi Van Den Boomen qui est un peu ton maître à jouer. Donc voilà, Angers a essayé de défendre comme il a pu, mais ça a fini par craquer aux alentours de l'heure de jeu, avec Balogun qui continue de marquer, qui est là, qui est présent, tout comme Adingra qui marque son 3e but depuis son arrivée cet hiver. Adingra, je sais que l'option d'achat est à 17 millions d'euros, on est à Monaco, post-Covid, post-crise des droits télé, donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais Adingra, à cet âge-là et ce prix-là, moi je le prends quand même tous les jours. J'ai bien aimé le discours de Poccoli après Paris. Poccoli, franchement, c'est un des coachs les plus intéressants de Ligue 1 à écouter. Il a de bonnes réflexions et j'aime bien parce que au début de son aventure avec Monaco, il a directement testé ce système avec deux pistons, 3 défenseurs. Voilà, il a voulu remettre ces bons ingrédients de l'Union Saint-Gilloise. Et ce qui arrive souvent à Monaco, c'est que le coach, des fois, il perd pied. Là, il a perdu très vite pied. Il y a eu vraiment des matchs ratés en Ligue 1, des gros scores. La défaite à Rennes 4-1. Tu as également eu ce 6-1 au Real. Tu as eu des matchs, des non-matchs, des fois assez durs. L'équipe qui a totalement abandonné. Et je me suis dit, oula, j'ai peur que Poccoli ne termine pas la saison et qu'on ne voit pas finalement sa patte sur le long terme. Et voilà, petit à petit, avec des retours de blessures, Zakaria, Camara qui revient de la CAN, des joueurs qui sont bien mieux aussi. Dans le jeu, j'aime bien Caio Henrique en ce moment. Kerrer et Woodfest sont pas des gages de sécurité absolue, mais là voilà, ils apportent un peu plus de garantie. Même Thésée, tu vois, un Koulibaly qui peut faire des choses sympas. Akliouche qui qui est un peu un symptomatique de ce Monaco avec un double visage, parce que Monaco a vraiment cette capacité, tu vois, à avoir des bons joueurs de ballon, mais Akliouche, il nous a sorti, les 2-3 derniers mois étaient assez rudes, mais le match au parc, ça prouve que c'est quand même un joueur de haut niveau. Mawissa, tu vois, par exemple, parmi les retours de blessés, Biret, lui, c'est vraiment la saison, c'est la descente de l'Alpe d'Huez, c'est sans fin, et ouais, c'est ouf, Après, je veux bien qu'il y ait des One Season Wonder ou des One Demi-Season Wonder, mais ouais, c'est dingue de passer d'un tout à un rien. Après, on sait qu'il y avait un duo qui marchait bien avec Mbolo, donc Biret, orphelin d'Mbolo, c'est un peu trop pour tout expliquer. Je pense, mais non, le contenu est cohérent, ça défend mieux, t'as des joueurs plus pour faire des différences, t'as ton buteur qui est là, t'as un joker comme Adingra qui peut faire des différences. C'est bien, quand tu prends pas de carton rouge, que tu peux terminer les rencontres à 11, de suite le football c'est plus facile. Et ouais, Monaco, dans ce sprint final, va falloir se les coltiner. Et ça peut être assez intéressant de voir à quelle place ils termineront, parce qu'il leur reste du coup, comme tout le monde, 10 matchs. Dans ce calendrier, tu vas au Parc, tu vas à l'OL, tu reçois l'OM, et tu vas à Strasbourg, tu reçois le LOSC. Donc tu as quand même pas mal de confrontations directes. Mais tu as gagné celle contre Lens. Tu as gagné celle contre Rennes, je parle que de la deuxième partie de saison. Est-ce que ce Monaco-là, qui aime justement ce type de rendez-vous, se hisser un petit peu, va pas répondre présent à voir, En tout cas, ça va être l'objectif de 2026. Et par exemple, tu vois, vendredi, pour ouvrir la 25e journée de Ligue 1, tu as ce déplacement au Parc. J'ai hâte de voir Monaco. Franchement, je pense qu'ils sont capables d'aller faire un coup. Alors, évidemment, comme je vous dis, tu as aussi nos copains Woodfest et Thilo Kerrer, et tu peux encore te faire punir, mais le visage affiché lors de ce barrage, dans l'intensité et l'implication, encore plus le retour, je trouve qu'il était quand même assez propre, et puis derrière, tu reçois Brest qui est une très bonne équipe ces dernières semaines, donc bon courage, et ensuite c'est peut-être là où ton top 4, si tu veux intégrer le top 4, il n'y a pas trop le choix, vu que tu as 6 points de moins sur l'OM,
aller gagner à Lyon et gagner à la maison contre l'OM. Voilà, l'OL qui aura ses matchs de Coupe d'Europe, qui aura encore pas mal d'énergie. Est-ce qu'ils en auront justement? Et puis Marseille à la maison, Marseille qui aura ses matchs de Coupe de France, ou peut-être plus, sorti de trêve internationale. Ouais, Monaco qui termine quatrième et qui fait des barrages, après, bah, sera à place de qui, hein. Franchement, devinez le classement et surtout dans l'ordre entre OL, OM, Lille, Rennes, Monaco et t'as même Strasbourg qui peut être dans l'équation. C'est quand même assez intéressant cette histoire. Donc ouais, match pas spectaculaire, mais dans la bonne dynamique actuelle monégasque, et je pense qu'on prend, vu ce qu'ils ont traversé cette saison, notamment des gros naufrages. Et quand je vous dis côté Angevin, alors voilà, tu ne gagnes pas pour la troisième fois de suite, tu perds. Après, bon, voilà, c'est la 11e défaite de la saison, mais t'as quand même fait plaisir avec cet effectif-là. T'as 29 points, t'en as 11 de plus qu'Auxerre. Je pense qu'Angers a quand même des matchs pour aller chercher ce fameux maintien, c'est 2-3 points enfin pas 2-3 points, mais c'est 2-3 victoires qui peuvent te mettre définitivement à l'abri, tu vois. Samedi prochain, ça va à Nantes, ensuite tu reçois Nice. C'est deux concurrents, entre guillemets, presque que tu peux mettre à distance et tu peux régler cette histoire avant de t'offrir un petit kiff en fin de saison. En tout cas, je pense qu'Angers, avec retour de Kofi, Van Den Boomen, ça peut faire le taf. Par contre, c'est vrai que Koyalipou, on voit pas forcément. Il y a 2-3 mouvements qui étaient sympas contre Monaco, mais après, franchement, je sais pas combien de ballons il a touché, mais 20% de possession, 280 passes. Le match a été rude hein, pour les Angevins. L'Europa League avec un bon mercato sera intéressant aussi. Ouais, c'est vrai que Monaco, si tu les mets dans cette Europa, maintenant que tu n'as plus les clubs reversés, pourquoi pas espérer un bon parcours. Désormais, enfin, je pense que ça peut. C'est vrai que ça peut avoir une belle allure. Après, c'est vrai qu'on parle de cet effectif, mais Akliouche, il va partir. T'as des cadres qui pourront peut-être avoir des offres, t'as aussi des joueurs qui vont pas être conservés, les Pogba, les Fati, tout ça. Donc attention au renouvellement d'effectifs. Mais Monaco, avec Poconoli, si on lui donne un cap avec une direction qu'avec lui et des joueurs qui adhèrent à son projet, je pense que ça peut faire une belle aventure en Ligue 1. On termine cette journée du samedi soir avec le PSG Havre. Comment le PSG surtout peut terminer avec seulement un but. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question, à cette dissertation, ce bac de philo, COEF 6, un peu inexplicable parce que bon bah t'as Moridio qui en sort pas mal, t'as Safonov aussi qui fait de gros arrêts à souligner. Toujours dans cette période où Chevalier c'est la 7ème ou 8ème fois, je crois, d'affilée qu'il va sur le banc. Et Paris, c'est pas possible. Alors, il y a quand même ce truc de Barcola en neuf. Et je voulais d'ailleurs vous poser la question est-ce que c'est l'avenir Barcola en neuf est-ce que vous validez? Parce que c'est vrai que, mine de rien, ce qu'on lui reproche le plus, c'est la finition. Mais comme c'est un joueur qui doit, avant d'arriver à la finition, se procurer ce chemin pour arriver dans la zone de but, qui fait des courses, est-ce qu'il ne perd pas de la lucidité, tout ça est-ce que ça peut être je préfère en ailier. Hop, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que moi, j'ai adoré sa performance. Il est bien là sur cette tête, ce centre de Kangin, encore une fois décisif. Il y a aussi cette passe D qui donne à Ali quelques minutes après son but, qui peut vraiment être KO les Havrais. Et Ali ne convertit pas, mais à côté, c'est vraiment regrettable parce qu'on dit que Barcola, il y a peut-être des stats qui lui manquent, mais là pour le coup c'est son camarade où ça pêche. Mais Barcola, ouais, vraiment peut-être une bonne solution pour l'autre show. Est-ce que finalement Luis Enrique commence pas à préparer le match de Chelsea avec les joueurs à sa disposition et peut-être qu'il a reçu une information du staff médical Dembélé pour l'aller au parc contre les Blues, ça va être compliqué. Et avec son effectif là, après bon, c'est toujours un désaveu vis-à-vis d'un Gonzalo Ramos qui est ton pur neuf de l'effectif et qui est pas mis dans ses bonnes décisions. Mais vraiment, je trouve que Barcola dans ce registre, ça peut être intéressant face à Chelsea, en sachant que tu auras avec Varane d'un côté, Doué de l'autre. Ouais, ça peut quand même être une attaque assez intéressante. En tout cas, c'est bien de la part de Luis Enrique de tester des choses en cours de saison. Et je pense que cette première expérimentation, il faudra avoir mieux que comme adversaire, pas manquer de respect au Havre, mais mieux comme adversaire que ce qu'on a vu samedi soir, des meilleures défenses. Mais ouais, le PSG qui... Je sais pas comment ça peut finir seulement 1-0 avec un Moridio qui en repousse pas mal. T'as le penalty qui est loupé de la part de Doué.
5e penalty, mine de rien, raté par le PSG cette saison avec plusieurs tireurs différents. On a vu Dembélé, on a vu Vitinha, on a vu Doué. Je demande à monsieur Nuno Mendes désormais de prendre ses responsabilités et de s'avancer sur la zone, sur le point. Parce que je pense que c'est lui qui, on l'avait vu son penalty lors du quart de finale de l'Euro 2024 contre la France quand c'était allé au tir au but. Je pense que lui, il a une vraie qualité là-dessus. Barcola en Ligue des Champions aussi. Tu as raison, le Mercadet. Non, mais c'est ça, c'est que tu as plein de penalties ratés, mais également par plusieurs joueurs différents. Donc c'est un mal qui est plus profond qu'un seul joueur qui en loupe 2-3 d'affilée. Donc Nuno Mendes, je pense qu'il peut peut-être prendre, qui a quand même commence à avoir du vécu à Paris, qui a des références dans cet exercice. Je pense que ça peut être ça. Ou Ramos quand il est là. Le souci, c'est que est-ce que Ramos, dans les grands matchs, on risque de le voir qu'à 10-15 minutes de la fin. Mais c'était pas mal comme match pour Paris, puisque bah, tu étais au lendemain de cette qualification qui a été rude contre Monaco. Tu sais que tu vas tirer Chelsea. Tu as eu aussi bah, ce match contre Nantes qui est repoussé en avril. Alors, je vais pas vous demander ce que vous pensez de ça, parce que je vais pas dire que ça fausse le championnat, parce que Nantes accepte, mais Nantes, ça fait plusieurs fois qu'ils aiment leur faire des cadeaux comme ça. Et voilà, le championnat a été créé, a été raccourci de 38 à 34 journées. On a supprimé la Coupe de la Ligue. Normalement, on devrait plus avoir d'aménagement comme ça, surtout que Chelsea vont avoir un gros match de PL. Je crois que c'est City qui vont avoir City ou Newcastle. Je crois que c'est Newcastle. Ouais, Kita, il aime bien. Il aime bien. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'il rend des petits coups de main dans ce sens. Mais voilà, on sent que c'est une équipe qui est fatiguée. Moi, je vois Vitinha qui enchaîne encore et encore. Au bout d'un moment, je sais pas, est-ce qu'il faut attendre une blessure pour vraiment le mettre sur le banc, le mettre en tribune? C'est accepté, je vois pas le problème. Non, mais à partir du moment où Nantes valide très très vite, ok, mais on a mis quand même en place les conditions pour que ça ne soit plus le cas. Et dans la course au maintien, après, c'est Nantes qui va se jouer un match en plein milieu de semaine à fort enjeu pour le maintien et qui se tire une propre balle dans le pied. Mais voilà, après, oui, dans l'état actuel, évidemment, c'est archi bénéfique pour le PSG d'avoir cette semaine de repos. Un petit nul négocié, ça arrange Nantes. Oh là là, qu'est-ce que tu sous-entends? Après, pour faire nul contre le grand Cantariball, faut le vouloir quand même. Après, ils ont gagné à Marseille. Donc, qui sait. Mais là, ce serait quand même un petit peu abusé. Mais sinon, non, ce PSG-là, avec un petit peu de fatigue comme toujours, un Dro Fernandez qui a été lancé, qui a encore, je pense, ce que je disais sur le niveau de la Ligue 1 et sur ses caractéristiques d'intensité et capacité physique. On voit du ballon, mais je pense qu'il va devoir aller travailler encore ce garçon. Mais c'est très bien déjà de la part de Lucho de l'intégrer, de lui donner de ce temps de jeu, parce que d'ici la saison prochaine, peut-être que la saison de Draw, ce sera 2026-2027. J'ai bien aimé le match de Zabarni quand même, rassurant par rapport à ses dernières sorties et bien plus en jambes. Safonov qui a fait des arrêts assez spectaculaires, qui garde la confiance. Moi, je vous avoue que je pensais que Chevalier reviendrait que pour le sprint final, et là en fait je pense que c'est Savonov qui va terminer. Alors pour quelles conséquences? On peut aussi se poser la question, est-ce que Chevalier sera conservé l'été prochain? Est-ce que Safonov peut être plus qu'un numéro 2 et prendre la relève? Barcola, vous préférez en ailier à 62%. C'est bien d'avoir cette opinion-là, parce qu'il a fait enfin un très bon match. Mais le truc du gardien, c'est vrai que ça continue de durer. Et je pensais pas que ça prendrait autant de place d'épaisseur. Mais voilà, c'est vrai que ce match de Paris a quand même été au global bien négocié, parce que Le Havre n'a pas réussi à tromper Safonov et s'est quand même procuré quelques situations dangereuses, pas mal de coups de pied arrêtés. Et j'ai bien aimé ce match du Havre, parce que pareil, dans la fougue, dans l'âme qui se dégage de cette équipe sous Didier Dégard, il y a quand même un vrai truc avec Rasoul Ndiaye qui a terminé quasiment sur les rotules, qui était épuisé d'aller faire encore et encore une course. J'ai trouvé que ils ont été au bout de cet effort. Seko qui a coupé un nombre de ballons. Enfin, vraiment, les supporters à vrai, je vois que j'ai Street Bellier qui est souvent dans les lives, dans les débriefs, supporter du hack, mais comme je dis, tu as quelques points à aller chercher pour te mettre un peu plus à l'abri. T'es 13e, 26 points, 8 points d'avance sur la JA. Je suis pas inquiet pour les Havrais. Faut aller chercher, et eux, ils iront les chercher comme l'an dernier. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé avec ce maintien. Voilà, ça a débloqué quelque chose mentalement
chez cette équipe qui est assez fort. Et ouais, pareil, hein, quel sera le visage des Havrais l'an prochain? Il y a des joueurs qui peuvent représenter de vraies belles opportunités de marché, hein. Je pense à Seko, Gournadouat, Issa Soumaré en super sub. Il pourra avoir sa place dans quelques clubs. Mais voilà, bien sûr que Paris doit terminer avec un 3-0 net et sans bavure. Mais pour le coup, Le Havre a proposé une vraie résistance. Et on voit que dans cette période actuelle, en plus, ils sont relevés du quasi non-match, un peu ces absences du côté de Nantes. Ça a été pas mal. Ruiz manque terriblement. Ah oui, oui, ça c'est clair. Ça, Fabien Ruiz et Dembélé, bah de toute façon, Dembélé, pour ce qu'il a un plus devant, et Fabien Ruiz, parce que ouais, Vitinha, Zaire Emery, même Neves qui était blessé, ça enchaîne pas mal. Mais Fabien Ruiz, ouais, en plus, on a tous dit que sa deuxième partie de saison, comme l'ensemble de ses camarades, était folle et qu'il a été capable de se remettre au même niveau que l'Euro 2024. Et j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Nuno Mendes est lié, ça se tente? Après, c'est un joueur. C'est vrai que Lucas Hernandez, qui est mieux depuis quelques semaines, peut apporter quelques garanties supplémentaires. Mais je vois Lucho faire quelques expérimentations comme Zaire Emery latéral droit, Barcola numéro 9, mais aller aussi loin que Nuno, tout ça. Après, on dit est-ce qu'il va le mettre de facto, genre comme ça sur la feuille de match, mais mine de rien, tu vois, t'as Hakimi qui se retrouve sur certaines séquences du PSG numéro 9, t'as Nuno qui a déjà été ailier. Ce sont des joueurs qui ont tellement la confiance de leur coach qu'ils vont faire naturellement ce dépassement de fonction et proposer des ballons. Donc Nuno Mendes, il a cette capacité, mais je crois que c'était chez Willow. On discutait de nos 11 de la première partie de saison, et moi c'était ma réflexion, c'est est-ce que l'avenir, est-ce que si je mets Nuno Mendes de base ailier sur toute une saison, à combien de buts et passes D il termine? Franchement, si tu me dis qu'il termine sa saison à 25 contributions, je ne serais pas étonné. Dro Fernandez, comme je te dis, il y a du ballon, il y a des intentions, c'est pas mal, mais on voit que contre une bonne équipe de Ligue 1, avec le pressing, les caractéristiques havraises, il a du mal. Donc faut aller, encore une fois, retravailler. J'ai pas envie de dire aller à la salle parce que c'est une caricature. Mais Dro Fernandez, il est déjà intégré par Lucho. Et je pense que c'est une bonne solution pour la suite. On va aller sur la journée de dimanche. Donc celle d'hier au moment où on parle. Avec ce PFC Nice, les retrouvailles, Tonio Comboiré. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Avec déjà des messages forts, déjà des joueurs envoyés quand même en réserve en tribune. Parce que ce week-end, du côté du PFC, on n'avait pas les frères Lopez, surtout Maxime, quand même Maxime Lopez, qui est quand même un des joueurs un peu indéboulonnables, qui est top 3, top 5, c'est quand même fort. T'as également Jubbles qui ne confirme pas un petit peu les rares matchs aperçus de la première partie de saison et Koji Jack qui avait été remis sur le devant de la scène par Gilly. Du coup, Tonio Comboiré s'est présenté avec une compo. On a vu Immobilier en pointe, Ikone Kebal, on avait Simon, un de les retrouvailles de l'époque nantaise, Lesmelou capitaine, Mounetti et t'avais du coup Camara, Coppola, Embo, De Smet en défense contre une équipe niçoise où c'est vrai qu'il y a peut-être un peu malheureux sur certaines décisions d'arbitrage. Genre, le premier penalty sur Kevin Carlos, qui est accroché par Kebal. Je sais pas si vous savez la différence de gabarit entre Kebal et Carlos, mais Carlos, c'est vraiment c'est le Hulk de la Ligue 1. Pour le faire tomber, c'est pas évident. Et du coup, on dirait qu'il accentue sa chute, même si je pense que Kebal le touche, mais Kevin Carlos cherche un peu trop le penalty. Par contre, sur Boudache, pour moi, il siffle simulation. Ça, pour le coup, je pense que ça peut faire vraiment penalty pour les Niçois. Les Niçois qui sont vraiment pas vernis cette saison, tout court, avec tous les résultats, ce qui s'est passé, la guerre avec les supporters, Bogamofi, tout ça. Mais aussi l'arbitrage, c'est vrai que c'est une équipe qui a son petit lot de décisions terribles. Mais sinon, on a quand même vu une équipe du PFC avec Tonio Comboiré les mettre en mode combattant. C'est vrai que c'est ça, il a montré qu'un angle à la VAR, comme tu le dis, Rafnissa. Ça allait un peu trop vite là-dessus. Ouais, Mounetti recrue 2026. On a dit beaucoup de choses, et je suis d'accord, sur le mercato, un peu n'importe nawak du Paris FC, qui prend des jeunes ou des coups qui se révèlent pas payants, avec Otavio, tu vois, pareil, un choix fort, hein, Otavio qui reste sur le banc et ses 17 millions d'euros, avec Immobilier de 36 piges, avec Jubbles 10 millions, pas mal de coups, on se dit c'est pas forcément ça. Par contre, les Lesmelou, les Amari Traoré, même Moses Simon, ça a pas pris, mais Moses Simon, normalement, ça aurait dû faire l'affaire. Là, c'est juste que il est passé à côté. Heureusement qu'il a
Nkema était là. Par contre, Marshall Mounetti, mercato d'hiver, aller le récupérer à Wolverhampton. Ça, c'est oui, parce que Mounetti, on a vu des choses à Reims. Et Mounetti, c'est un joueur qui est parfait pour se projeter dans ses 30 derniers mètres et aller chercher des ballons dans la surface. Alors, la semaine dernière, c'était sur la passe de Gori où il avait fait la différence. Joli but. Et là, c'est sur une frappe de Simon qui est repoussée. C'est dur pour Dupé parce que Dupé, il t'en sort 3-4 ce soir. Malheureusement, il est sur la photo de famille. Il remet ce ballon et Mounetti qui est très malin parce qu'il se projette très vite. Et le rebond est pas très loin de Dupé, mais c'est juste le temps de quasiment se relever et d'aller faire le bond nécessaire pour capter ce ballon. Mounetti a surgi. Et non, pour le coup, dans ce Paris FC promu, avec des ambitions, des déceptions, mais Mounetti, ça doit quand même rester quoi. T'en penses quoi de la mise à l'écart de Lopez et Coach Jack? Lopez, j'ai trouvé ça très sévère. Lopez, franchement, c'est rude. J'ai pas compris. Coach Jack, comme je vous l'ai dit, c'était par rapport au début de saison. Déjà, en Ligue 1, en 2025-26, j'avais du mal. Julien Lopez, c'était un joueur remplaçant. Il est pareil, la Ligue 1, c'est sans doute un plafond de verre et c'est un bon joueur de Ligue 2. Donc ça peut redescendre à être inférieur. Jebels, il y a trop de déceptions, donc ok. Lopez, quand même, je me demande ce qui s'est passé. Peut-être qu'il veut les piquer, ouais. C'est vrai qu'Inor, ça peut être une stratégie. Après, Maxime Lopez, on sait que Comboiré, il a 18 mois de contrat. S'il sauve le Paris FC, il repart la saison prochaine à tête de cette équipe. Donc il peut poursuivre sa mission. Mais Maxime Lopez, toi, je sais que Mbakou, t'es supporter du PSC, il est surtout remplaçable. En vrai, on a quand même vu des choses. Il n'a pas fait des matchs parfaits tous les week-ends, loin de là, loin de là. Mais c'est un des joueurs qui a quand même vraiment le niveau Ligue 1 et qui t'a apporté quelque chose quand même, un fil conducteur. Et si Maxime Lopez fait plus partie du projet du PFC, alors là en Ligue 1, j'ai quelques équipes, je pense qu'elles seraient bien inspirées d'aller le récupérer. Mais oui, voilà, Antoine Comboré, on a vu la conférence de presse où on ne doit pas l'appeler Antoine justement, les premiers choix, la compo, il bouleverse tout ça. Le Paris FC n'était pas en danger immédiat par rapport à cette zone rouge, mais comme ça commençait à se rapprocher et pas mal de non-victoires, je pense que c'était le moment de la part. Voilà, c'est vrai que ça fait 3 nuls sur les 4 derniers matchs. C'est que la 6e victoire en 24 rencontres. Après, les dirigeants ont toujours dit, l'objectif c'était de se stabiliser en Ligue 1 avant de passer à l'étage supérieur. Je pense que cette première saison, ils visaient un ventre mou tranquille. Tu auras peut-être un ventre mou tranquille, mais t'es passé par quand même pas mal de difficultés. Et pour le coup, là, en plus, tu as des choix qui vont être confirmés. Je pense que Kevin Trapp, numéro 1, par rapport à Nkambadio, ça va rester. Tu as des joueurs qui vont être remis sur le devant de la scène. Après, encore une fois, je pense qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément à 100% le niveau Ligue 1 et tu devras faire le tri l'été prochain. Et quand je dis 100% le niveau Ligue 1, c'est aussi des heures de casting. Il n'y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Je pense que pour ce Paris FC là, il y a certains joueurs qui ne s'y sont pas faits, qui pensaient que voilà, t'arrives dans un truc ambitieux, tu te mets du LVMH, tu mets du Red Bull, ça va faire l'affaire. Non, faut quand même un peu bosser. Et voilà, on a vu que le Paris FC a été capable sur pas mal de séquences d'être une équipe intéressante, balle au pied, je le redis. Il y a eu des matchs, je me dis waouh, il y a quand même quelque chose. Mais dans les deux surfaces, c'était pas suffisant pour assurer un maintien pépère. Et ouais, après, oui, il y a des choses. Otavio, 17 millions, Jebez, 10 millions. Matondo, pour le coup, et Sangui, ça me plaît plus. Mais Matondo, tu le payes quand même un certain prix. Donc, on va voir. C'est vrai qu'il y a eu le 5-0 contre Lens qui a fait mal à la fin à Gilly, quoi. Sur Max Lopez, beaucoup d'erreurs individuelles sur les derniers matchs. Il prend presque un rouge contre l'OM. 1 ou 2 erreurs sur des marquages, je crois, contre Lens. C'est vrai que contre l'OM, il était assez nerveux. Et contre Lens, bon, ça a plongé comme tout le monde. Mais je pense que ça peut se récupérer vite de la part de Comboiré. Mais bon, quand même, Lesmelou, nouveau capitaine, qui a fait un vrai bon match. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Lesmelou, quand il est à 100%, quand il est en jambes, quand il est en confiance, quand. Voilà. Il n'y a pas un grain de sable. Vrai bon joueur de Ligue 1. En face pour Nice, attention parce que t'es la première équipe à la portée d'Auxerre et potentiellement de Nantes. T'as que 6 points d'avance, ça fait un moment que t'as pas gagné. Je crois que justement c'est la victoire 4-1 à Nantes. Alors le retour de Puel a permis, même des anciens River, tout ça, dans l'organigramme, a permis de ramener du calme au club. Mais dans les résultats, c'est pas encore tout à fait ça. Après,
T'as pas mal d'absents encore qui te conditionnent. T'as Eli Wahi qui a été blessé très tôt contre l'OL. Et je pense que ce match-là, ça m'étonnerait pas que tu ne le perdes pas avec un Wahi devant qui profite d'une défense du PFC qui est pas optimale. Après, on voit quand même des choses hein, de la part de cette équipe. Il y a du mouvement. Tu vois, Shaw qui réussit à provoquer quelque chose. Très beau dribble hein, d'ailleurs au passage sur De Smet qui a fini par prendre rouge. Mais c'est dur, hein, comme une fois je vous dis, hein, Dupé qui fait plusieurs bons arrêts, mais il est impliqué sur le but qui offre la victoire et du coup par conséquence la défaite, ça c'est pas évident, à digérer. Donc après voilà, j'aime bien aussi le petit Caïd Boudache, t'as Gamin Bernardo qui met ça. C'est la 9 titu Kevin Carlos. Alors normalement Kevin Carlos, c'est dur parce qu'au début tu commences avec Mofi s'est brouillé, Carlos a récupéré le temps de jeu, mais je pense que là depuis cet hiver c'est Wai, et là bah il faut relancer un peu Kevin Carlos. C'est vrai que c'est un garçon qui est brut de décoffrage, c'est pas tout le temps évident. Et oui, pourquoi c'est Dupé titulaire? Bah, c'est vrai que c'est un des choix forts de Puel depuis le retour de la CAN, c'est de remettre Diouf sur le banc. Diouf qui fait plutôt la Coupe de France. Entre les deux gardiens, pour moi, il y a quand même une petite différence, mais Dupé a fait quelques arrêts, quelques matchs costauds, notamment en Coupe, hein, je crois, de mémoire, celui à Nantes. Du coup, ouais, assez étonné aussi de ce choix. On verra si il reprend un peu le lead. Mais ouais, peut-être que Puel a une idée derrière la tête pour cette mission maintien. Mais non, Nice n'est pas tiré d'affaire. C'est dit quoi, juste Nice? Parce que là, c'est vrai que tu vas faire ton quart. Et après, ouais, tu reçois Rennes. Tu reçois Rennes, tu vas à Angers, tu reçois le PSG, tu vas à Strasbourg. Faut voir peut-être d'ici les 4 premières chaînes journées où en sont l'OGC Nice et où en est la JOCR. Parce que si la JOCR qui va faire du coup c'est pas simple hein, parce que tu reçois Strasbourg, tu vas à l'OM, tu reçois Brest, tu vas au Havre. Mais voilà, peut-être que Auxerre peut rattraper quelques petits points sur Nice et mettre le doute d'ici le sprint final en vue du maintien. Ça peut être assez intéressant cette histoire. On enchaîne à le LOSC Nantes, évidemment, le grand Joga Bonito, le match à ne pas louper du week-end. J'espère que vous avez adoré cette performance. En vrai, c'est le genre de match où je me dis heureusement que je le vois à travers un multiplex, parce que 90 minutes de ça, quand tu regardes beaucoup de foot, faut aimer ce sport. Hein. Vraiment, c'est rude. J'aime bien. Hein. Les stats de Nantes, c'est 3 tirs encadrés, 28% de possession, 230 passes. Waouh, waouh. 65% de précision. Autant vous dire que le ballon, il avait des piquants, quoi. Ouais, Alors là, vraiment le Cantari Ball exceptionnel. Après, tu sortais de cette victoire contre Le Havre, contre un LOSC qui est mieux avec ses 2 succès contre Angers et l'Étoile Rouge, mais qui a ses lacunes et qui est prenable, hein, même pour une équipe du bas du classement. Mais ouais, le Cantariball a essayé d'aller chercher son point de manière honteuse. J'ai regardé le match avec le Wi-Fi buggé du train à bonheur malgré le but de Ngoy. Non, mais c'est vrai que pour Lille, encore une fois, le manque total de numéro 9 avec Fandes Pardo qui est pas fait pour ce job-là, avec Giroud qui est voilà qui est vieillissant mais qui va dépanner comme il peut, pas évident pour lui. T'as des joueurs qui ont un déchet fou, Haraldsson, Correa, mais cette équipe elle a peut-être eu ce tournant en atteignant vraiment le fond. Hein, cette défaite à la maison contre l'Étoile Rouge, la colère des supporters, je crois qu'il y a eu des jets de fumigène, enfin on sentait vraiment une grosse colère et presque un tournant. Genesio qui aurait pu démissionner, on a eu cette rumeur, finalement il est resté, confiance de l'étang, un peu de mercato avec Perrin et Edjouma. Alors oui, le LOSC est une équipe frustrante parce qu'il y a des séquences de possession offensive où il se passe pas grand-chose et tu as aussi des ratés de ses joueurs, des erreurs techniques qui sont pas normales pour une équipe normalement tous les jours top 6 de Ligue 1. Mais voilà, au courage, au forceps, il y a ce succès à Angers qui est une bonne équipe de Ligue 1 avec le penalty de Giroud. Il y a ce scénario où tu vas chercher en prolongation ta qualification en huitième de finale contre l'Étoile Rouge avec Ngoy. La semaine d'Ngoy quand même. C'est le Lilian Thuram du LOSC, quoi. C'est peut-être 2 buts dans sa carrière à Lille, mais 2 buts qui vont extrêmement compter à la fin. Je crois qu'il avait marqué un peu plus tôt en Ligue 1 Nathan Ngoy. Mais vraiment un symbole qui soit à la retombée du ballon, lui qui était entré à la place de Santos et qui avait marqué, là, qui était en centrale et qui était sur cette zone de frappe après un corner pour mettre le ballon comme il faut sur Anthony Lopez. Ouais, le LOSC n'est pas bluffant, le LOSC n'est pas royal, c'est ça, c'est en Coupe de France qu'il est marqué, merci beaucoup Gaspard, le premier but d'Engoy, mais ouais, en 3 jours, il envoie le LOSC
en huitième d'Europa, et surtout il leur permet de rester au contact voilà, de ce top 5, de ne pas perdre de points par rapport à Monaco et Rennes qui sont sur dynamique bien meilleure que la tienne, et surtout peut-être essayer de mettre le doute à l'OM bon, bah, qui a gagné dimanche soir contre l'OL, donc pas évident, mais ouais c'est très particulier LOSC cette saison, parce que je suis d'accord avec vous, hein. Il y a des failles dans cette équipe qui sont pas normales. Bah d'ailleurs, il y a Ayoub Boadi, un des héros, qui a tellement bien joué, qui a fait vraiment de gros matchs. Je pense que s'il est sur le banc et qu'il reste sur le banc, c'est pas hasard. Je pense qu'il est un peu cravax. Mais c'est bien aussi de pouvoir gagner à la fin comme ça des scénarios. Mentalement, ce groupe de joueurs n'a peut-être pas totalement lâché l'affaire et est en train de se remettre petit à petit. Là, tu as une semaine de repos qui va faire vraiment du bien, parce que André Dulosc, là, qui s'avance, force à eux. Le LOSC va recevoir Lorient, et après tu as les deux Aston Villa, tu as Rennes, et tu termines par l'OM. Et après tu as une trêve qui va s'enclencher, trêve internationale, où tu recevras direct retour le derby contre Lens. Mais là, la séquence qui s'ouvre pour le mois de mars avec Lorient, Rennes, Marseille et ces deux matchs contre Aston Villa. Et il faudra pas trembler, hein. Ça va pas être évident cette histoire pour les Dogs. Mais au moins la victoire est là. Je pense qu'on retiendra pas ce match. Le contenu, il y a beaucoup de choses à redire, mais au moins ils vont chercher au bout du suspense leur petit succès qui fait du bien, quoi. Contre Villa, tu vois quoi? Comme je l'ai dit, en fait, si le LOSC était tombé contre Ferencvaros, j'aurais pu dire bah c'est tellement génial de se faire sortir. Par contre, contre la meilleure équipe de la compétition, le meilleur effectif, le favori, ça peut se qualifier. Franchement, il y a un monde où le LOSC le fait. Et ce serait totalement fou, parce qu'Aston Villa, ils ont. Après, on a vu qu'ils ont perdu Tillmans, McGinn et Camara. Ils ont quand même Onana et Douglas Luiz. C'est pas évident à Paris, hein, parce que LOSC, surtout version Genesio, est capable de tout. Mais écoutez, si ça peut faire un scénario spectaculaire et une victoire comme ça, bah on prend, hein. Après, bah, c'est toujours la même chose, hein. Tu sors dès 8ème et contre Aston Villa, on t'en voudra pas. Mais si derrière tu sors, il faut réussir à aller chercher une qualification européenne. Et c'est vrai que le LOSC, tu peux rager de cette perte totale de confiance en janvier, parce que finalement, le top 4 t'aurait pu être, encore une fois, dans cette bataille. Pas la meilleure période de Villa. C'est vrai que Aston Villa, je crois que ça cale un petit peu. Après, ils ont joué en Première Ligue ce week-end ou pas? Ils ont gagné 1-0 contre Brighton. Ah, mais ils ont un match décalé, non? Je pense que ça doit être ça, cette histoire. Ils ont perdu à Wolverhampton, c'est ça. Ils ont perdu à Wolverhampton vendredi. Waouh! Ah, faut le faire, hein, pour perdre contre Wolverhampton. C'est vrai que la séquence actuelle, ça perd un peu plus. T'as perdu à la maison contre Newcastle. Là, tu vas recevoir Aston Villa il y a 2 semaines. Mais tu n'auras pas de match de FA Cup. Tu auras une semaine de repos avant LOSC. Et entre les deux matchs du LOSC, c'est ça. Tu vas à Manchester United. C'est quand même costaud, hein, aussi pour les Villans. Mais ils sont pas dans une dynamique dingue. Donc peut-être aller chercher ce but. Ouais, le 11, c'était contre les Wolves. C'était Martinez, Cash, Konza, Torres, Digne, Douglas Luiz, Onana, Buendia, Roger, Sancho, Watkins. Et sur le banc, tu peux faire rentrer Barclay, Abraham, Madsen, Bailey, Alisson. Il y a quand même du beau matériel, hein. Après, franchement, le LOSC aime cette position, David contre Goliath, donc on peut miser une petite pièce sur eux, hein. En tout cas, je serais pas étonné s'ils les sortent, hein. Mais derrière, c'est quoi déjà tableau Europa League? C'est parce que tu es dans la partie un peu. C'est pas Roma-Bologne de mémoire pour le LOSC. Ouais, c'est ça, c'est Roma-Bologne. Ouais, t'as battu la Roma avec Hauser qui sort en penalty, donc pourquoi pas y croire? Ça pourrait être un sacré challenge, en tout cas pour les Lillois, ce qui s'avance. C'est vrai que, mine de rien, peut-être que ça aurait été idéal d'affronter un Noël fatigué, mais ils aiment ce genre de match. Ça c'est c'est clair. J'ai regardé Arsenal-Chelsea, ouais, les boss. J'ai regardé, que dis-je, j'ai regardé le match des coups de pied arrêtés. Évidemment, à ce petit jeu, Arsenal est trop fort. À 16 buts marqués dans cet exercice en Première Ligue. Il leur manque qu'un corner pour battre le record historique. Ça ressemble bien à cette équipe. Mais je pense qu'on fera peut-être un récap actu, je sais pas, avec la Coupe de France et tout, mais on fera une émission. On fera un petit débat sur Arsenal et ce truc des corners, parce que je pense que ça mérite de s'attarder là-dessus. Et plus que d'avoir une réflexion un peu bête, genre oh là là, ça détruit le football. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces coups de pied arrêtés. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont lancé une mode qui est un peu irrémédiable, où tout le monde fait pareil maintenant. Et
ils jouent avec les règles parce qu'ils sont pas sanctionnés, donc ils continuent à le faire de manière des fois un peu trop forcée, mais ça continue de passer. Mais je pense qu'il faut qu'on ait un débat sur Arsenal parce que c'est assez intéressant. Et merci beaucoup à Constich pour le petit Prime, petit soutien à Team Podcast. Bah, ça régale, ça c'est trop fort. Le match nantais, je sais que Ninor est là, que Peter de la Vega est là, que les Nantais me suivent. Que dire, enfin vraiment, comme d'hab, hein, c'est un peu abyssal. En plus, il y a Ablin qui était sur le banc, qui rentre. Tu... Oui, t'aurais pu ramener un point, mais un point dans la situation où t'es, est-ce que ça aurait fait une grande différence à la fin? Pour moi, Nantes doit beaucoup plus se lâcher et espérer avoir ouais, au moins le barrage, mais c'est tellement dur à suivre, quoi. Les matchs de Nantes cette saison, c'est un peu un enfer, hein. Je sais pas si j'ai trois matchs où je me suis dit, waouh, il y a quelque chose. Il y a eu le match contre le Paris FC qui était sympa, où il gagne 2-1 avec le but d'Ablin qui est totalement fou. Euh, ouais, même dans le jeu, c'est souvent une galère, hein. Non, oui, Peter de la Vega. Moi, je parlais de Vincent Vega. Comme vous avez les mêmes pseudos, c'est rude. C'est rude, mais ouais, quand t'arrives à rester jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'ils vont un peu aller au bout de cette idée, alors que peut-être un truc électrique. Ouais, n'entraîne la fin de match. C'est vrai que la deuxième mi-temps d'entraîne, on la sauve. On la sauve, c'est bien. On a deux matchs où on est là en mode, allez, on met ça de côté. Ça peut être sympa, mais sinon, c'est rude. Le match contre l'OL était pas inintéressant. Je touche plusieurs fois les montants. C'était pas mal en vrai. Mais il y a beaucoup. En fait, on peut chercher à droite à gauche, mais ça correspond finalement à une équipe qui est 17ème de Ligue 1 où il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. Ils vont l'avoir. Même si là, en fin de saison, ils se sauvent de manière miraculeuse. J'ai pas envie de dire ça parce que ça me fait de la peine, parce que c'est un club historique, c'est un club qui compte tellement dans l'histoire du foot français, avec ses entraîneurs avant-gardistes, révolutionnaires, sa formation, les grands joueurs qui sont passés par là-bas, et surtout ce public, la Brigade Loire, enfin, il y a des animations, et tifos, là même les gars, ils ont arrêté de chanter, ils y croient plus. Nantes, ils méritent tellement pas ça, parce que c'est archi triste, quoi. Mais par rapport à cette direction sportive, tous les jours, ça doit être sanctionné par une Ligue 2. Et ça aurait dû arriver avant. Nantes, du coup, pour ceux que ça intéresse, ça. Je vais faire d'abord calendrier domicile extérieur. À domicile, ça va jouer Angers, Strasbourg, Brest, Marseille, Toulouse. Et ça va à l'extérieur, du côté de Metz, Auxerre, Paris, Rennes et Lens. Après, oui, tu as ces deux matchs contre tes poursuivants, tes concurrents, Metz et Auxerre. Mais souvent, Nantes, quand ils doivent jouer des équipes de leur zone, c'est pas terrible, hein. Donc, j'avoue, ça me fait un peu peur également dans ce sens, quoi. Ah, bref, encore un week-end mitigé. Là, je pense que c'est le week-end cataclysmique, on peut le dire. On a encore deux matchs à voir. Et justement, une autre équipe qui est dans le dur cette saison, c'est Auxerre. Auxerre qui a mené à deux reprises avec l'ouverture du score très tôt de Senaya et le but de Casimir très sympa, bien construit avec la remise de Namasso et Casimir qui prend le temps de tromper. Malheureusement, en face, bah, t'as le R9 de 2026, Bamba Dieng. 11 buts marqués, qui est très très fort, qui est sur un vrai beau rythme, et lui qui revient un peu de nulle part. Et ça fait plaisir parce que bah, ça fait partie des joueurs qu'on n'attendait pas, je pense, à ce niveau. Après, bah, ce qu'il a vécu, que ce soit Lorient, que ce soit Angers, on est vraiment sur un joueur qui repart de plus belle. Voilà, c'est 6 buts en Ligue 1, c'est en Coupe de France, c'est 5. Voilà, l'an passé en Ligue 1, c'était 3 en 18 matchs avec Angers, c'était 4 en 16 matchs avec Lorient la saison où ils descendent. C'est un mec qui a manqué de peps et là il est quasiment sur sa meilleure saison statistique. Époque, voilà, bah, c'est l'OM de c'est l'OM de Sampaoli avec 7 buts et 3 passes D. Et ça, c'est surtout sur quasiment une demi-saison. Un joueur qui n'avait pas eu grand chose. 6 buts et une passe D en 600 minutes. C'est quand même un vrai beau bilan pour lui. Donc chapeau parce que bah, il a été tensé, il avait un peu disparu des radars. Il a été international sénégalais. On l'a pas revu depuis un moment. Et voilà, il s'est remis au meilleur des moments. Je pense qu'il a profité aussi à Lorient, qui n'est pas forcément d'attaquant ultra dominant entre Tosin, entre Mohamed Bamba, Soumano. C'est vrai que ça se tirait un peu la bourre et t'avais pas un mec qui sortait du lot. T'avais un mec qui pouvait marquer en joker, mais en titulaire c'était pas suffisant. Et là, bah, il a eu sa chance en Coupe de France. Il a marqué à plusieurs reprises, alors contre des équipes amatrices, mais là il fait vraiment le job. Et franchement, je trouve que bah, c'est le genre d'histoire qui me fait plaisir parce que bah, on l'attendait pas à ce niveau en 2026, il revient de nulle part et ça a peut-être terminé dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1, ce qui serait assez fou quand on y pense au départ. Franchement, en premier mi-temps était exceptionnel, ça se rendait coup pour coup. Deuxième, un peu plus délicate, mais ouais, je pense que la Géocère va regretter de ne pas avoir pris ces 2 points supplémentaires
menant 2 fois au score contre une équipe qui est à domicile, à part ce revers 7-1 contre LOSC, ne s'est pas incliné depuis. Donc vraiment de belles dispositions pour les Merlus, qui ont un quart de Coupe de France à jouer contre Nice. Franchement, saison promue, t'es tranquille, top 10, Ligue 1, tu peux aller en demi de Coupe de France. C'est une vraie belle saison pour les Lorientais. Ça fait plaisir, hein, parce que eux, ils ont eu des enchaînements, ils ont fait un peu d'ascenseur, ils ont perdu pied, ils ont eu des projets qui n'ont pas pris. Il y a eu le truc avec Bournemouth où c'est un peu de flou au niveau de la multipropriété. Mais là, l'équipe, elle a de la gueule. T'as des joueurs qui se révèlent. On peut penser à Kouassi qui était absent ce soir. T'avais Kadiou, t'as Paulo Pagis qui est exceptionnel. T'as même des scénarios de match où tu vas battre l'OL, t'as ce 3-3 à Nice où tu remontes 2 buts. Là, oui, t'aurais pu gagner contre Auxerre et peut-être envisager une qualification européenne par le championnat, mais t'es quand même sur une dynamique depuis 3-4 mois qui est hyper satisfaisante. En tout cas, en tant que promu, quand tu compares Metz et le Paris FC, Lorient, c'est le jour et la lumière. Le grand Bamba Dieng, il va au mondial, il sera titulaire. C'est vrai que ça, tu sais que c'est pas une réflexion bête, hein. Alors peut-être pas titulaire, mais année de Coupe du Monde, tu vois, dans une équipe qui est championne d'Afrique, je pense que les 26-27 de Paptio, ils sont bien connus à l'avance. Donc Bamba Dieng, s'il peut gratter une place, tu vois, par rapport à un Boulaïdia, ça peut être assez intéressante. Robinho Vaz, du côté de Rome, il a pas beaucoup de temps de jeu. Franchement, il a été lancé à 2-3 reprises, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Après, là, il y a de l'Europa League qui arrive, donc peut-être contre Bologne, puisqu'il y a un choc 100% italien en Europa, on pourrait un peu plus le voir, mais sinon c'est pas, pour l'instant c'est difficile de le jauger. Je pense qu'ils ont acheté aussi ça pour l'avenir et peut-être en faisant une vraie pré-saison, tout ça, on verra ça un peu plus tard. Après Auxerre, franchement. Pélissier, il a fait le premier changement, je crois, à la 80e. Il fait rentrer Sekou Mara. Il a laissé beaucoup de monde sur le banc, notamment des joueurs, tu vois, comme Lamine Sy, Akpa, Nohiru Amada, tout ça. Même Hassan Youssé qui a fait quelques entrées. Le 11 a fait un vrai bon match. Dommage de s'arrêter juste à ce nul et de ne pas repartir avec mieux. Mais ouais, Casimir qui avait pas marqué depuis un paquet de temps. Lui, il a sa saison, elle est rude, hein. Je sais qu'il est pas mal aussi taquiné. Il n'a pas marqué depuis un moment. C'est son premier but de la saison. Lui, quand même, marqué quand même 3-4 à chaque fois avec Le Havre. Donc, ça va lui faire du bien au moral. Encore une fois, quand je vois ce 11, ça doit jamais se retrouver 16e. Mais voilà, les petites faillites mentales, défensives sur les buts. Bamba Dieng, tu laisses avec un peu de liberté. D'abord sur un centre de Pagis qui est vraiment bien exécuté. Ensuite, sur le coup de pied arrêté. De la tête, il la coupe très très bien. D'ailleurs, je vais pas parler de la qualité des buts, mais franchement, les 2 buts, c'est un où il se jette, où il fait vraiment le bon geste. Attends, c'est celui-ci, non. Il y en a un où c'est de la tête, où il décroise par rapport à Donovan Léon, et l'autre, il se remet bien pour la mettre. Non, franchement, même le doublé, c'est vraiment sympathique de sa part. Donc la JOCR va ressortir frustrée de cette rencontre, mais voilà, on parlait presque de départ de Pélissier. Tant que pour moi les joueurs, parce que la défaite contre Rennes elle a fait beaucoup de mal, hein. Franchement la première mi-temps était catastrophique et je pensais qu'il serait un peu débarqué. Il est encore là, les joueurs n'ont pas lâché, donc on va aller à la guerre et jusqu'au bout avec lui. Maintenant j'ai l'impression que voilà, il faut peut-être se préparer déjà à ce barrage. Est-ce que tu vas pouvoir faire le gap nécessaire? Et le barrage ça pourrait être, alors à l'instant on parle, c'est Red Star 5e, Le Mans 4e et Reims 3e. En vrai, Restar et Le Mans, je pense Auxerre, ça doit faire le job. Après, t'as derrière Annecy, Dunkerque, hein, t'as des équipes qui sont pas trop larguées. Mais Reims, on voit, hein, l'équipe qui aime ses 0-0, ses clean sheets. Tu vois, Reims qui défensivement tient bien la route et marque un but en contre par Keito Nakamura, par Darami ou quoi. Je me méfie un petit peu d'eux. Donc, c'est pas encore acquis le maintien pour Auxerre, hein. Même avec ce cas de figure du barrage, je me méfierais quand même de ça pour eux. Oko Avi. Moi j'aime bien Brian Oko, ses débuts sont intéressants. C'est un joueur qui est arrivé de Suisse, de Lausanne. C'est quoi son 3e, 4e match en Ligue 1, 4e match, hein, pour lui. Il était entré en jeu, donc 3e titularisation. Lui qui est international espoir suisse, qui a été passé par Salzbourg. Donc tu vois, quand tu passes par Salzbourg, c'est quand même un gage de qualité. Non, franchement, il y a des choses qui sont intéressantes. Défensivement, ça doit encore s'épaissir, il doit trouver des automatismes. Mais pour ce prix-là, parce que ça va être coûté 2,5 millions à la GIA. Je pense que ça va pas mal les dépanner. Ouais. Moi, je suis plutôt satisfait. Ah non, mais dommage, il y a du bon monde à la JOCR. Je souhaite pas ce malheur-là à la JOCR, mais si l'équipe descend, mais le nombre de bons joueurs à récupérer, mais Sinayoko, Namasso, Danois, Oko, Mensa qui avait fait une top saison l'an passé,
Diomandé qui je pense peut rendre des services et derrière ouais Akpa, Lamine Si en latéral, je pense qu'il y en a qui vont vraiment bien manger hein. Ça ça peut être ça peut être le cas de le dire. Dernier match pardon les boss à évoquer, ce Metz-Brest, un match tellement FC Metz à 11 contre 10 depuis la 22e minute avec le rouge de Daouda Guindo. Alors c'est un rouge qui est malheureux parce que bah, il va sur le ballon en premier et puis le ballon, bah, friction entre les deux joueurs et finalement le pied de Guindo qui va trop haut. Je crois que c'est sur Sané de mémoire. Est-ce que c'est sur Sané ou Alpha Touré? J'ai plus le joueur qui est blessé sur ça. Donc voilà, en plus c'est un des joueurs qui était vraiment en forme, qui a fait un bon match contre l'OM, malgré le penalty concédé, la faute sur Greenwood. Daouda Guindo qui a pris la place de Bradley Loco qui monte en puissance, donc un peu freiné là-dessus. Mais oui, c'est vrai que le geste reste un peu haut. C'est Kwao qui prend le geste. Merci beaucoup, fils de Moldu. J'en peux plus de ce club pris en otage par Bernard Sarin. Oh, je sens qu'il n'y a pas que les Nantais qui ont envie de vider leur sac ce soir. Mais voilà, enfin, je te retrouve à 10 contre 11 pendant je ne sais combien de minutes. Tu convertis pas. T'as un paquet d'occasions, tu fais pas la différence. C'était le moment idéal pour Metz qui, encore une fois, ils ont gagné 3 matchs cette saison. C'était les 3 d'affilée. Sinon, c'est que des nuls, des défaites. Il n'y a rien à dire. Et pourtant, bon bah, t'es qu'à 5 points du barragiste. Si tu gagnais ce soir, t'étais à 2 points d'Auxerre. Tu pouvais reprendre peut-être un espoir. Mais même là, quand t'as un match contre une équipe en forme, mais qui se pénalise assez vite dans le match, bah t'as pas su convertir ce cas de figure. Après, bah côté Bressois, bah que dire, Ludo Ajor, que le bon ballon, le contrôle, il résiste bien. Je crois que c'est à Gébamin. Il se met dans la bonne zone, la frappe, l'enchaînement, et voilà, c'est Ludo Ajor que j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que la semaine dernière, on a assez complimenté ce gars-là, qui est très fort, qui est très bon, qui est très malin, toujours dans les bons coups. Moi, le coup de cœur, c'est Couder. Grégoire Couder, bah bravo. Alors voilà, fallait passer après Maïki, mais en même temps, après Maïki, rien contre Maïki, hein, mais n'importe quel gardien passe pour Neuer Prime 2014. C'est plus dans la dynamique des gardiens brestois. C'est après Marco Bizotte. La dernière saison de Bizotte était peut-être moins étincelante que d'autres, mais c'est un gardien qui a tellement été fort, qui a souvent été un top 5 Ligue 1, membre de l'équipe qui fait cette troisième place et cette campagne de LDC, donc un joueur assez emblématique. Et Couder qui avait sorti ce penalty contre Greenwood, qui a encore une fois fait un nombre d'arrêts très important. Franchement, choisir le gardien de cette journée, il n'est pas simple parce que Safonov, Moridio, là Couder, on a plusieurs joueurs qui ont envoyé du très lourd dans ce sens. Et ouais, depuis qu'il a repris les commandes par rapport à Maïki, bah déjà on voit un peu la différence de dynamique. Voilà, où quand il était sur le banc, Brest a enchaîné pas mal de péripéties. Alors ça peut perdre encore une fois, mais depuis qu'il est revenu, ouais, on est sur 3 défaites, 5, 4, 5, 6, 7. On est sur 7 victoires et 2 nuls. Donc la dynamique avec lui, c'est aussi parce que bah il a récupéré cette place du numéro 1. Et ouais, j'aime bien aussi ces histoires de doublures qui peuvent réussir à devenir des gardiens titulaires, fiables. Franchement, je pense qu'il y a pas mal. J'ai fait un tweet là-dessus en disant bah je trouve que c'est une des histoires de la saison de la Ligue 1 parce que c'est jamais simple de passer de numéro 2 à numéro 1 avec toute la pression que ça implique ou la moindre faute, tu peux être de nouveau relégué sur le banc. Et là, Couder, je pense qu'il a prouvé qu'il avait cette étoffe-là. Et ouais, en plus, c'est pas juste dire il fait des clean sheets, c'est qu'il y a des arrêts qui sont assez impressionnants. Franchement, c'est quand même assez fantastique. J'aime beaucoup, bah voilà, ça fait partie de tout ce qui se passe de bien à Brest depuis 3-4 ans. Un club qui se stabilise en Ligue 1, qui bosse bien, qui fait du recrutement intelligent. Et même en interne, bah, Maïki fait pas le job. Et là, pour le coup, on va promouvoir de manière très très logique un coup d'air qui enchaîne les parades, qui fait un deuxième clean sheet de suite et qui permet à cette équipe, ouais, encore une fois, tu vois, Brest 9ème de Ligue 1, 33 points. C'est magnifique, hein. Il faut, année après année, en attendant le nouveau stade, stabiliser le club en Ligue 1, et ils le font. Alors oui, mais comme je le disais, je crois que c'était dans hors-jeu, ce qui me plaît encore plus avec cette équipe, c'est qu'elle peut perdre 3-4 matchs d'affilée. Mais on ne doit pas être fataliste. Ça arrive, quand t'es Brest, tu peux enchaîner les revers. Le plus important, c'est la capacité à croire en ton projet, et certains joueurs qui vont se développer, les Guindo, les Junior Diaz, les Couder qui peuvent inverser des situations, le recrutement avec la Bolascari, Dynamimbe. Donc non, moi je trouve que cette équipe brestoise elle est quand même assez sympathique. C'est quoi le record de points le plus bas et qui se maintient? Ouf, alors là, record de points
Plus faible, on va mettre ça. Ligue 1. Franchement, je crois que c'est pas Lens qui l'a d'ailleurs. Tac tac. C'est 3 tristes records qu'Angers va encore éviter. Ça, on sait qu'on remonte à une certaine période assez dure. Tac tac. Avec 4 points pris en 2 matchs face à Nice et Lille, le SCO ne battra pas le record de l'équipe reléguée le plus vite. Un privilège qui restera du côté de Avignon à 31e journée de la saison. Après, c'est vrai que comparer saison à 34 et 38 journées. Commencer par celui du plus petit nombre de points détenus en saison complète en Ligue 1. Le record est de 17 et est détenu par Lens qui en 88-89 avait achevé la saison avec 3 victoires, 8 nuls et 27 défaites. Vous revenez de loin les Lensois, hein, parce que là, être à cette place, c'est quand même folle. Le SCO va également se donner pour objectif de ne pas égaler, voire battre le record du plus grand nombre de défaites, 28. Waouh. L'Estac a réussi cette performance lors de la saison 60-61. Ah ouais, là c'est chaud. Le pire bilan à domicile, c'est Dijon, mais Metz a gagné 2 matchs à la maison, donc peut-être qu'ils vont éviter ça. En tout cas, là, il y a des stats qui font froid dans le dos. Et ce que je disais, mais même, oui, ce Metz-là, on s'en souviendra, comment on s'est souvenu d'Arles-Avignon, comment on s'est souvenu de Grenoble 2009-2010, comment on s'est souvenu de d'Istres, de toutes ces équipes, de Dijon, Covid, tout ça. Enfin, il y a des équipes qui étaient assez ignoble dans le sens. Bordeaux 2021-2022, coucou c'est nous, avec les 91 buts encaissés. Malheureusement, ils vont pas y échapper à cette étiquette. Ou Montpellier l'an dernier. Ah, et Montpellier, c'était fort aussi. Montpellier l'an dernier, c'est 16 points l'année dernière. Attends, Montpellier, ils ont pris que 16 points l'année dernière. C'est quand même assez moche. Hein. Hop, classement Ligue 1. Montpellier a pris que 16 points l'an dernier. Ah ouais. Bah déjà, là, oui, là, t'as un beau challenge. C'est vrai que 16 points en 34 journées. Metz en a 13. Ça veut dire qu'ils prennent 2 points sur les 10 dernières journées. J'ai envie de dire, malheureusement, désolé, fils de Moldu, mais impossible n'est pas messin. Parce que là, c'est assez... Ouais, en plus, je crois que Montpellier, c'est pas le pire. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on en a eu des cancres. Hein. Là, c'est chaud. Le seul point positif, c'est Bounassar. C'est vrai que Bounassar, de ce que j'ai vu, c'était pas mal hein, pour un joueur qui est à 2 ans et demi sans jouer. Niveau reprise, ça va. Et Nathan Mbala, l'entrée de Georgie Kidvaler, ouais. C'est vrai qu'on a quelque chose à retenir. Montpellier, ils avaient totalement lâché l'affaire. Hein. En fin de saison, ils étaient en roulis. Ils avaient gagné 2 matchs contre Toulouse et Monaco. On s'est dit, peut-être. Et après, ils avaient plongé non-stop, quoi. Les amis, on va faire du coup, comme d'habitude, l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Beaucoup de choses à mettre en avant, je pense. Le gardien, il y a Moridio, il y a Safonov, mais j'avoue que Couder a fait quand même un gros match, donc peut-être le mettre plus en avant. J'ai vu tout à l'heure que l'ami du PSA avait parlé de Lesmelou. Je pense que Lesmelou, on peut le mettre un petit peu dans cette catégorie de joueurs qui a fait grandement plaisir. N'hésitez pas évidemment dans le chat à me proposer des joueurs, des noms. Strasbourg-Lens, t'as Sangaré qui marque, qui fait un gros match. T'as le Rennes-Toulouse, t'as Brassier qui a sorti plein de points. Ouais, Bamba Dieng sur le front d'attaque, ça c'est obligatoire évidemment. Est-ce qu'on va pas mettre Ngoy pour sa semaine géniale, buteur, tout ça. Je pense que Ngoy il mérite sa petite mention. Côté OM, t'as Obama, hein. Obama doublé, bien placé. Je pense que il est là. Hein. Franchement, ouais, Aubameyang, quand tu mets un doublé dans ce type de rencontre, c'est peut-être pas les buts les plus durs de sa carrière, mais il fallait quand même les convertir. Côté Monaco, j'ai bien aimé Zakaria toujours derrière, qui est assez impressionnant. Adingra qui était là en backup super sub. T'as Golovin qui fait un bon match. Golovin qui est impliqué sur les 2 buts, je crois. Peut-être mettre un Golovin qui, pour une fois, n'a pas pris de carton rouge et qui a été au cœur du jeu assez intéressant. Le jeune de Monaco, c'est qui déjà parce que le jeune de Monaco, il y en a quelques-uns qui peuvent sortir du lot. Bamba, ouais. C'est vrai qu'Aladji Bamba, il a fait un match qui était pas mal du tout. J'ai bien aimé ça également de sa part. Alors ouais, est-ce qu'ils vont le trouver ouais, là ils vont le mettre sans visage, mais c'est bien Aladji Bamba qui est présent. En vrai, tu sais que Hendrick, j'y ai pensé, mais Hendrick pour moi, ouais, Barcola. C'est vrai que Barcola, il fait ce match qui est plaisant. Je vais peut-être mettre. En vrai, j'hésitais pour Paris à mettre soit Lucas Hernandez, soit Zabarni. Zabarni qui, je trouve, a été bien plus rassurant par rapport à certaines sorties. Donc peut-être pour remettre
du Momoker à Zabarni, on va le mettre là. Et Hendrik, franchement, j'avoue que le match, ce qu'il a fait, c'est quand même assez satisfaisant. Est-ce qu'on peut pas réussir à trouver un système pour mettre tout ce beau monde en... Ouais, Barcola, après, ça fera peut-être un peu trop pour le mettre... pour mettre ça. Ouais, Malang Sarr. C'est vrai que Malang Sarr, et tu sais quoi, on va se faire plaisir parce que la journée de Ligue 1, on va réussir à trouver un monde. Bon, là, vous voyez Barcola, latéral droit, évidemment, c'est pas ça, mais on va le basculer en 3, en 3-4-3 et on va trouver une place pour tout ce beau monde. Hein. Ah, par contre, j'ai. Ah ouais, là, ça va être chaud. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Ou alors, je fais un 4-2-4, je sais pas. Ouais, même 4-2-4, il va être. J'ai jamais fait ça, du coup je m'amuse un petit peu. L'équipe qui évidemment, je pense qu'objectivement, elle se fait détruire un peu tous les jours, mais elle a son flow. Voilà, c'est le football total, c'est ce qu'on aime en Ligue 1. C'est vrai que Peixao, pas mal. Barcola, piston gauche, ouais. Ah, j'avoue, c'est la compo la plus fun qu'on ait pu faire. Donc évidemment, c'est histoire de placer tout le monde, mais je pense que on retravaillera ça. Coup d'air dans les cages, Aladji Bamba, Ngoy Zabarni, Sarr en défense. On a Golovin et Lesmelou au milieu de terrain. Et puis cette attaque, les 4 fantastiques, Hendrik, Barcola, Aubameyang, Bamba Dieng. Bah, c'est quand même pas mal, hein. Franchement, je suis plutôt fier du rendu. Prochaine journée de Ligue 1, les boss, on se retrouve dès vendredi soir, pas mal, hein, ce petit PSG Monaco. Hâte de revoir les Monégasques faire, pareil, hein, titiller les Parisiens. On a ensuite la journée du samedi, Nantes-Angers à 17h, autre match de la peur pour les Nantais. 19h, Auxerre-Strasbourg, pas mal, hein, maintien et course à l'Europe. Toulouse-Marseille, le match d'après, la Coupe de France à 21h05. Le dimanche, on enchaîne 15h, Lens-Metz. Ensuite, le multiplex, pas mal, franchement, le multiplex, il y a moyen de s'amuser. Hein. Lille-Lorient, Brest-Le Havre et Nice-Rennes. Et puis on terminera par un Lyon-Paris FC. Assez étonnant comme choix, mais on prend. Il peut y avoir du divertissement. Après, c'est logique, hein, le PSG Monaco avec la Ligue des Champions. Tu le mets à ce moment-là, quoi. En tout cas, les amis, merci beaucoup. Comme toujours de m'avoir suivi, c'était un grand plaisir de faire ce débrief Ligue 1, de l'animer avec vous. Comme toujours, beaucoup de choses à dire. On a été très bavard, très long, mais je pense que c'était important de revenir sur chaque match. Donc voilà, pour ceux qui regardent en replay, comme toujours, je sais que vous pouvez aller picorer la partie réservée à votre équipe. Demain, je ne suis pas dans Hors-jeu les boss. On se repose, on reste tranquille, mais il y a pas mal de petits contenus qui vont arriver. Un duo avec Hughes notamment qui a été tourné la semaine dernière, une petite tier list. Il y aura, comme je vous dis, un petit récap actu. On va essayer de faire des petits contenus courts encore une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force aux copains d'Hors-jeu demain. Et nous, bah oui, il y aura des rendez-vous en milieu de semaine. On aura pourquoi pas un débrief Coupe de France, hein, parce que ça va nous intéresser forcément. Et puis, comme toujours, le débrief dimanche soir prochain après ce Lyon par FC. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit et une très bonne semaine. Salut à tous les boss.